Donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Laurent Villaverde pour ceux qui ne me connaissent pas. Jean-Pascal m'a contacté au fin du mois de juin, je crois au début du mois de juillet, pour me parler des conférences. Et il m'a imposé gentiment le thème de la conférence. Donc je le remercie parce qu'au moins ça me permet de ne pas avoir à chercher de quoi je vais vous parler, de ne pas faire une redite sur ce que j'ai déjà dit ailleurs. Donc Jean-Pascal m'a donné l'archéologie, bienfaits et limites, une autocritique. Donc bienfaits et limites, pas de problème. Une autocritique, c'est peut-être parce que j'étais archéologue. Peut-être qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux. Donc je vais essayer de vous parler de tout ça. Déjà, vous ne savez pas ce qu'est l'archéologie pour la plupart d'entre vous. Pourquoi, à votre avis? Parce que vous n'avez pas suivi de cursus universitaire, vous n'avez pas été formé à l'archéologie. Et c'est normal, c'est comme certains vont se dire, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas, pourquoi est-ce que je ne comprends pas comment fonctionne la médecine, pourquoi est-ce que je ne comprends pas comment fonctionne l'ingénierie? C'est normal pour tout le monde. Quand on n'a pas été formé, on ne sait pas exactement ce qu'est le but de l'archéologie, comment évolue la discipline, d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est arrivé. Alors on ne part pas de rien non plus, hein, et le docteur Rouby nous a fait une belle conférence sur YouTube qui avait été enregistrée l'année dernière, je crois, de mémoire. Tout à l'heure, on a eu le droit à la suite, donc l'épisode 2, c'est comme pour Star Wars. Et moi, je vous propose d'essayer de faire un peu la synthèse de ce qui avait été fait, et puis à travers mon expérience, qu'on voit un petit peu tout ce qui va pas dans l'archéologie. J'ai été intervenu déjà sur différentes vidéos sur YouTube, notamment sur Meta TV. Alors, je ne sais pas si beaucoup l'ont vu, mais j'avais raconté un peu tous les problèmes qu'il y avait. Là, je ne vais pas revenir forcément dessus. On a souvent l'image d'un archéologue avec le petit personnage qu'on a sur la droite, là. Alors, moi, je me suis amusé à taper dans une intelligence artificielle, je voudrais une image d'archéologue. Et voilà l'image qu'on m'a donnée. Donc là, on a l'archéologue type, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu androgyne, manifestement, parce que ça doit être à la mode, pour tout ce qui est intelligence artificielle. On voit l'archéologue qui regarde au loin, sur une dune, avec un soleil couchant ou levant. On a l'impression de voir une image qui serait extraite, en fait, de nos documentaires, tels qu'on les voit à la télévision. Mais sauf que ce n'est pas vraiment le cas. On sait ce qu'on va voir. Ce que je vais vous faire, c'est absolument pas un cours, hein. Et il faut être critique sur tout. C'est-à-dire que dans moi, ce que je vais vous expliquer, ça passe par tous les biais que j'ai en tant que formation universitaire, avoir été archéologue pendant 10 ans, et par le fait que j'ai arrêté après, à un moment donné, et j'ai repris l'archéologie, on va dire, alternative il y a quelques années, et puis aujourd'hui, je reprends depuis le mois de septembre presque à temps plein sur différents sujets. Être critique, c'est surtout essayer de voir ce qui se passe sur le fond et sur la forme. Donc je me suis amusé à prendre une autre intelligence artificielle pour demander à ce qui me crée une image de ce que c'est que les archéologues, au pluriel, pour voir un peu dans l'imagerie collective ce que sont les archéologues. Donc j'ai eu le droit encore à une belle image pleine de clichés avec des gens qui ont un sourire figé. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les archéologues. Il y a des blancs, des noirs. Certains sont en blouse. Alors ça ne doit pas être des archéologues de terrain, je ne comprends pas bien. Certains sont en train de gratter des choses, d'autres on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Ça, c'est l'image qu'on a de l'archéologie en général. C'est très particulier. Donc moi, ce que je vous propose, c'est en permanence, quand je vais parler, vous essayez de faire des parallèles avec ce qui se passe dans l'éducation nationale, dans ce qui se passe dans l'hôpital, la police, le journalisme, tout ce qui est création artistique, et vous allez voir qu'il y a plein de ponts, partout. Partout, il y a plein de ponts. Et il y en a surtout dans tout ce qui est recherche médicale. On se dit, mais pourquoi est-ce que, moi qui ne suis pas archéologue, pourquoi est-ce que j'ai plein de bonnes idées, et pourquoi est-ce que les archéologues ne vont pas vers cette idée-là? Pourquoi est-ce que les archéologues ne vont pas non plus faire des recherches à tel endroit? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas aller sonder, par exemple, au pied du Sphinx? Pourquoi est-ce que M. Zahi Hawass bloque un petit peu tout ce qui se passe dans les recherches? Et vous allez le voir, vous avez aussi beaucoup de parallèles à faire avec l'astronomie, qui est devenue une science très récemment. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 300 ans, il n'y avait pas de science dans tout ce qui est l'astronomie. Donc, essayez en permanence de faire des parallèles par rapport à tout ça. Je vais essayer d'en faire, mais vous allez voir que le point commun à tout ça, en général, c'est
C'est des travaux, c'est un travail de passionné. En général, on rentre à l'éducation nationale pour être prof, parce qu'on se dit, moi, ce que je veux, c'est enseigner, transmettre. Mes parents étaient eux aussi enseignants. Pareil pour l'hôpital. Je fais des gardes qui durent 30 heures. Je suis payé pas grand-chose, mais j'ai envie de soigner des gens. Voilà. La police, c'est pareil. Mon arrière-grand-oncle était policier. Il a fait partie des brigades du Tigre. Moi aussi, je veux en être. Quelqu'un qui va être journalisme, pareil, qui va dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est enquêter, dénoncer tous les crimes du monde, aller sur le terrain. Création artistique, pareil. Ce que je veux, c'est faire de la création sur ce domaine-là. Et bizarrement, on m'interdit mes financements. Alors que c'est super, j'ai rempli tous les documents administratifs. L'archéologie fonctionne un peu pareil, comme vous allez le voir. Donc, on dit que l'archéologie est une science. Alors, le mot science vient du latin scientia, qui signifie connaissance, savoir ou savoir-faire. Ce terme dérive du latin scrire, qui signifie savoir, être informé, connaître. Mais la science, c'est juste un mot, en fait, au départ. Ça veut dire que c'est notre langage qui conditionne notre vision de ce qu'est une discipline, sachant que le mot discipline est aussi un mot qu'on utilise et qui est immatériel. Donc, est-ce que le langage ne conditionnerait pas notre façon de penser ? Moi, pour avoir déjà discuté avec des gens qui étaient allemands, je me rendais compte que parce qu'ils avaient une langue à déclinaison comme les Grecs, ils avaient une façon de fonctionner qui était très différente de la nôtre qui somme latin, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Donc, la langue, le langage que l'on a, conditionne notre façon de penser. On pense comme on parle comme on pense et on pense comme on parle. Et quand on est sur le terrain ou quand on analyse des données dans l'archéologie, on réfléchit exactement de la même façon. C'est-à-dire, est-ce qu'on est simplement cause-conséquence ou est-ce qu'on va voir la partie dans chaque élément qui va nous permettre de sortir des éléments qui sont intéressants pour sortir après, par la suite, quelque chose qui va être beaucoup plus puissant et qui va être de l'ordre de l'immatériel. Donc, est-ce que le langage, nous, notre langage latin, par exemple, n'est pas plus ou moins un frein à notre façon de réfléchir? Alors, pourquoi l'archéologie? Pourquoi est-ce qu'on étudie de l'ancien? Voici 3 castors. 3 castors, tout ce qu'il y a de plus banal. Ces castors vivent en 2024. On est d'accord. Voici 3 castors qui vivent en 1492. Vous remarquerez un cousinage entre les deux photos. Et voici 3 castors en moins 52. Quelle différence vous faites entre ces castors? Normalement, aucune. On se le garde dans un coin de la tête et on se dit, pourquoi l'archéologie? On est toujours dans cette thématique-là, pourquoi l'archéologie? Voici un habitat de castor en 2024. On reconnaît la petite poche sur le côté, les gentils petits castors qui passent en dessous, qui vont aller voir leurs petits. Voici un habitat de castor en 1492. Comme pour tout à l'heure les 3 castors, c'est sensiblement identique. On va voir que voilà, il y a peu de différence. Et voici une 3e image. C'est un habitat de castor en moins 52. Alors moins 52, c'est la conquête de la Gaule par Jules César. Et la question c'est, est-ce que les castors pratiquent l'archéologie? Je ne crois pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne pratiquent pas d'archéologie? Parce qu'ils n'ont pas d'évolution. Et ça, dans notre façon de penser, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Les castors ne font pas d'archéologie parce qu'il n'y a rien à étudier. Ils vivent de la même façon et ils ressemblent à ce qu'ils étaient il y a plusieurs milliers d'années. Alors je mets de côté tout ce qui est évolution de Darwin avec les espèces qui évoluent sur des millions d'années. Pourquoi l'archéologie? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des vieilles choses? Comme certains le disent, le passé, ça ne nous intéresse pas. L'important, c'est le présent et l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on est là à écouter pendant l'après-midi 6 heures d'archéologie? J'essaie de réduire au maximum pour pas que ça soit trop terrible pour tout le monde. Mais voilà, dites-vous bien une chose, il n'y a que l'humain qui étudie son passé. On ne ressemble pas du tout à nos ancêtres. Alors, et l'humain, du coup, l'humain. Voici un humain. Alors on peut imaginer avec le style vestimentaire,
la morphologie du visage, la couleur de peau, qu'on est plus ou moins en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Ça, c'est un humain, dans le passé. Ça, c'est un autre humain. Il a une couleur de peau qui est différente, il a une expression de visage qui est très différente aussi. Dans un contexte aussi, là, pour le coup, qui est différent, il est sur l'eau. J'ai une petite pensée émue pour l'oiseau qui est à côté, qui doit se dire, mais quel est le plus fou des deux, hein, le fou ou celui qui le suit, hein. Pour ceux qui sont intéressés à la psychologie, c'est super intéressant. Et, troisième image, encore un autre humain. Alors on imagine, on est plutôt au Japon, c'est un samouraï, très différent des castors. Donc chacun peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et à quelle époque ils ont vécu? Et de quoi ils vivaient, comment est-ce qu'ils vivaient au quotidien? C'est quoi leur habitat? Est-ce qu'ils vivaient dans des huttes? Comme les castors, est-ce qu'ils faisaient un petit tunnel pour rentrer au milieu des tas de bois, tout ça? Donc l'archéologie, c'est quelque chose de très humain parce qu'on a une évolution. S'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de recherche du passé. Moi, je ne recherche pas ce que j'étais il y a 2 ou 3 semaines, je le sais. Je n'ai pas à faire un livre sur ce que j'étais il y a 3 semaines. Les humains, oui, c'est quelque chose qui est purement humain. L'humain évolue à travers l'espace et le temps. Ça, c'est une projection de la Terre. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en termes de géographie, c'est une des nombreuses projections qui existent, où on a essayé au maximum de maximiser, on va dire, la partie européenne, en fonction de la latitude, parce que normalement, si on devait garder les proportions, l'Afrique serait gigantesque. Étudier le passé, étudier l'histoire, étudier l'archéologie, ça se fait à travers l'espace et le temps. Et comme on le dit, c'est la géographie qui fait l'histoire, et c'est la géographie qui fait l'archéologie. Ça veut dire que quand on habite en Australie et qu'on a assez peu d'interactions avec ses voisins, on n'évolue pas de la même façon que quand on est en Europe, où on a plein de gens qui vont pouvoir venir de toute l'Eurasie pour aller commercer, faire des attaques, évoluer avec le temps, en termes de technologie aussi. Donc l'humain évolue à travers l'espace et le temps, et c'est toujours ce qu'il faut garder en tête. Alors mon intervention va porter sur 5 points. Au départ, on va faire l'histoire de l'archéologie, ensuite tout ce qui fait l'archéologie, on va voir s'il y a des archéologies, on va voir ce qu'est la démarche archéologique, et ensuite des parcours d'archéologues. Alors fort heureusement, le plus long, ça va être l'histoire de l'archéologie. Vous allez comprendre d'où ça vient, et vous allez, à mon avis, apprendre plein de choses. Et après, tout ce qui fait l'archéologie. Pour le reste, on reviendra un peu dessus pendant les questions, si vous en avez éventuellement. Pareil, j'ai pris une intelligence artificielle et je lui ai posé la question, peux-tu me donner une image qui correspond à du mobilier archéologique? Donc, il me donne les petites choses qui sont sur la droite. Donc, moi, c'est bien parce que ça me permet d'avoir vraiment un instantané de l'inconscient collectif de ce qui est, on va dire, l'intelligence artificielle, mais l'humain actuellement. Donc, des petits objets qui ne ressemblent pas à grand-chose, de différentes tailles, qui sont à la rigueur assez petits, parce qu'on voit des petits cailloux, de différentes couleurs. On peut se poser la question de savoir à quoi ils ont servi. Ça, c'est de l'archéologie. Ça, c'est l'image que se fait aujourd'hui l'intelligence artificielle de ce qu'est l'archéologie. C'est ce que je pensais aussi au départ, tout au départ, c'est-à-dire de l'objet. Alors, l'histoire de l'archéologie. Tout le monde parle grec ancien, j'imagine? Oui. Donc, définition, étymologie du mot archéologie. Je vais aider les 2 ou 3 qui ont des soucis. Donc, ça vient de archaïos, qui vient de ancien, et de logos, logia, qui veut dire étude, discours, parole sûre. Donc, d'un point de vue purement étymologique, l'archéologie, c'est l'étude de l'ancien. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci, on comprend un peu d'où ça vient, c'est du grec, c'est du latin. Ensuite, l'apparition du mot archéologie. Donc, ça vient d'un texte de Platon qui s'appelle Hippias majeur, qui a été daté à peu près moins 421, moins 415. Et c'est un dialogue entre le sophiste Hippias et Socrate. Et dans ce dialogue, Socrate pose la question à Hippias, quelle est votre spécialité? Donc, Hippias répond tout simplement, ce sont, Socrate, les sujets de généalogie. Concernant les héros ou les hommes, ce sont les établissements de population, la façon dont furent, dans les temps anciens, fondées les cités, d'une façon générale, tout ce qui est relatif à l'Antiquité. Et là apparaît pour la première fois le mot archéologia. Avant ça, il n'y en a pas de trace.
Donc l'archéologie, c'est voir un peu ce qui se passe hier, d'une certaine façon, mais en lien avec l'homme. Donc plus tard, beaucoup plus tard, apparition dans la langue française en 1694 dans le dictionnaire de l'Académie française. Et la définition, c'est que l'objet de l'enquête archéologique est l'ancien. On n'est toujours pas bien avancé. Donc une civilisation sans histoire et sans culture et sans archéologie. D'accord, pas de souci. Mais l'histoire, pareil, encore un terme, c'est encore un mot de vocabulaire. On est dans le domaine du langage. Les castors n'ont pas d'histoire. Donc ils n'ont pas d'archéologie, ils n'ont pas vraiment de culture non plus. Donc l'archéologie est donc un concept. On est sur des choses qui sont bâties anciens, on est sur des objets. On est soit sur des choses anciennes qui sont liées à de l'élévation, donc qu'on peut toucher, des choses qui affleurent sur le sol, qui sont ramassées, d'autres choses qui sont enfouies, c'est-à-dire faut creuser tout simplement, ou dans une collection, c'est-à-dire ramassées par le passé mais hors contexte. Et on parle aussi de structures en creux pour tout ce qui est lié à l'archéologie. Donc on parle d'anthropisation. Alors l'anthropisation, ça vient du mot anthropos en grec. Ça veut tout simplement dire quelque chose qui a été transformé par l'homme. On prend un caillou, on le coupe en deux, et c'est un objet qui a été anthropisé. Mais c'est quelque chose de naturel, d'artificiel. On ne comprend pas bien à quoi ça sert tout ça. Donc une civilisation sans histoire et sans culture et sans archéologie. Donc l'histoire nous intéresse parce que la culture, on comprend un petit peu ce que c'est plus facilement. Donc l'étymologie du mot histoire. Le mot histoire provient du latin historia, qui lui-même est dérivé du grec ancien historia, signifiant enquête, connaissance acquise par enquête ou récit. En grec, le terme est lié au verbe historein, qui signifie interroger, rechercher ou raconter. À l'origine, le mot était utilisé pour désigner le processus d'investigation et la narration des événements passés. Au fil du temps, il est devenu synonyme du récit des faits historiques, de l'étude du passé humain dans son ensemble. Bon, d'accord, donc ça donne déjà une idée un peu plus concise, on comprend un peu mieux de ce qui se passe. Donc, ça nous ramène à Hérodote, celui qui est considéré comme le père de l'Antiquité, qui aurait écrit ces textes entre moins 450 et moins 430. Donc, dans l'introduction de son enquête, il écrit « Voici les enquêtes d'Hérodote d'Halicarnasse. C'est à savoir les faits et les dires des hommes, leur mémoire et leur action, afin que ces événements ne tombent pas dans l'oubli et que les exploits des hommes, aussi bien grecs que non grecs, ne disparaissent pas. » Donc l'idée, c'est rapporter des faits et des dires par écrit. Donc c'est ça qui encadre l'archéologie. C'est-à-dire qu'avant de comprendre ce qui est une chose qui vient du passé, un objet, on se réfère au texte, toujours au texte. Donc Hérodote, souvent considéré comme le père de l'histoire, a rédigé son œuvre majeure, Les Enquêtes, ou Histoire, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour écrire ce texte, il a utilisé diverses sources d'informations. Avec un S. Donc, dans un premier temps, les oralités. Donc, Hérodote recueillait des récits oraux en voyageant à travers le monde connu de son époque. Il interrogeait des témoins oculaires et des personnes ayant vécu des événements clés. L'oralité, d'accord. Ensuite, les littératures antérieures. Il s'est également appuyé sur les écrits de poètes et d'historiens précédents. Bien que moins accessibles, ces œuvres ont influencé sa manière de concevoir l'histoire. Ensuite, tout ce qui est documents et inscriptions. Hérodote a pu consulter des documents écrits, comme des listes et des inscriptions publiques, notamment en Égypte, où l'administration avait laissé des traces écrites. Ensuite, les expériences personnelles. En tant que voyageur, Hérodote a observé de nombreuses cultures et sociétés, ce qui lui a permis de tisser des liens entre les événements et les peuples. D'accord ? Et finalement, les mythes et les traditions locales. Donc, il intègre également des éléments de mythologie et de tradition, cherchant à expliquer les croyances et les coutumes des différents peuples qu'il étudie. Et, encore un tout dernier, l'analyse personnelle. Là, on n'est plus vraiment dans le fait de récupérer des informations, mais plutôt de les synthétiser.
Donc Hérodote n'hésitait pas à donner son propre avis sur ses réflexions et sur les événements, souvent en les mettant en perspective avec leurs conséquences. Donc ces diverses sources ont permis à Hérodote de créer une œuvre à la fois narrative et analytique, qui couvre un vaste éventail de sujets, allant des guerres médiques à la géographie et aux coutumes des peuples de l'époque. Ensuite, Thucydide. Donc l'histoire de la guerre du Péloponnèse, qui a probablement été écrite entre moins 431 et moins 404. Donc Thucydide écrit dans son texte: parmi les plus actifs pirates se trouvaient les habitants des îles, notamment les Cariens et les Phéniciens, qui s'étaient installés dans la majeure partie de l'archipel. En voici la preuve. Lorsque, au cours de la guerre du Péloponnèse, les Athéniens purifièrent Délos, ils débarrassèrent l'île des tombeaux qui s'y trouvaient, et il apparut plus de la moitié d'entre eux étaient des tombes cariennes. On s'en aperçut en observant l'équipement guerrier enseveli avec les corps, le mode de sépulture qui est encore celui des Cariens d'aujourd'hui. Donc, Thucydide, là, passe dans une réflexion qui est beaucoup plus globale. Donc, les Cariens, c'est aujourd'hui dans la Turquie actuelle. Donc, Thucydide écrivait sur la capacité des Grecs, des Athéniens, à purifier un peu partout où ils le pouvaient. Donc, c'est un pont entre l'histoire et l'archéologie. Ensuite, pour généraliser, pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, on a à la fois une archéophilie et une archéophobie. C'est-à-dire que ça devient complètement binaire. Là, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc on avance un petit peu. Donc on est dans l'archéologie de l'objet à chaque fois pour constituer une collection. Là, c'est pareil. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner une image de ce qu'il considère être des objets archéologiques, des petites choses. Voilà, donc dans l'inconscient collectif, l'archéologie, c'est ça. Toujours du matériel. Donc ensuite, on avance un petit peu dans le temps. Strabon, le géographe. Longtemps, Corinthe resta déserte. C'est le dieu César qui, sensible aux avantages naturels du site, y installa une colonie en majeure partie composée d'affranchis. Ces nouveaux venus, en remuant les ruines et en retournant les tombeaux, découvrirent une foule d'objets céramiques modelés et beaucoup de bronze. Admirant leur qualité, ils ne laissèrent aucun tombeau sans l'avoir inspecté, en sorte qu'ils s'en procurèrent un grand nombre. Et, les vendant fort cher, ils remplirent Rome de necrocomentia. Ainsi nommèrent-ils les objets qui provenaient des tombes, et en particulier les céramiques. Au début, on les estimait beaucoup, tout autant que les bronzes de Corinthe. Ensuite, la mode passa, les vases commencèrent à manquer. Donc ça, c'est la vision de ce qui est la découverte archéologique et l'utilisation archéologique, en gros à la période, on est Jésus, on est à la période des premiers empereurs romains. Donc on va dans la conquête romaine, c'est l'Empire, et on découvre des choses. On découvre des choses et on les emmène et on essaie de voir ce qu'on peut en faire. Donc ensuite, un peu plus loin, au début du Moyen-Âge, donc même le Moyen-Âge, ça date du 19e siècle, donc on aurait dû dire au début de l'ère chrétienne, les références au passé vont du modèle à la diabolisation pour tout ce qui est païen. Donc préconisation de destruction des objets païens. Alors j'ai pris pour illustrer une petite rune avec les ennemis préférés des chrétiens à cette époque-là, c'est-à-dire les Scandinaves, ce qu'on appellerait nous les Vikings. Donc pour les évêques et les rois, il faut détruire des monuments, des statues et des symboles. Au début du Moyen-Âge. 3 visions pour les vestiges matériels du passé. Donc la sacralisation, la diabolisation et la naturalisation. Donc on a à la fois pour la sacralisation les reliques, pour la diabolisation tout ce qui est lié à l'Antiquité classique, tout ce qui est considéré comme païen, et la naturalisation des vestiges préhistoriques. Sachant que les vestiges préhistoriques ont été qualifiés de vestiges préhistoriques seulement à partir de Mercati, entre 1541 et 1593, qui n'a été édité que presque 200 ans plus tard, enfin 300 ans plus tard. Donc les vestiges de la préhistoire sont attribués à des phénomènes naturels comme la foudre. Donc ensuite Grégoire le Grand, donc, qui dit à ses missionnaires « Ne détruisez pas les temples païens,
mais seulement les idoles qui se trouvent dedans. Pour le monument, aspergez le d'eau bénite, élevez-y des autels, placez-y des reliques. Ça, c'est la vision de comment on gère le passé au début de l'ère chrétienne. Donc, comme je l'ai dit, le culte des reliques, il y a des pouvoirs magiques, il y a une forme de sacralisation. On avance tout doucement, effectivement, dans le temps. Là, on arrive vers l'an 1000. Donc, les chroniques de Clarius en 1068, donc démarche personnelle de description et d'analyse. Donc, il parle des vestiges de l'église Saint-Savinien. Donc, il décrit un sous-sol rempli de sarcophages et de loculi en pierre, en plomb, en plâtre, en grandes briques bien coupées et bien plates. Tous étaient pleins de corps revêtus de très beaux vêtements et embaumés. Chose étonnante, à certains corps manquait la tête. Quelques-uns des morts avaient aux pieds des sandales. Alors, sur l'image, on voit ce qui ressort généralement quand on fait sauter le dallage dans une église. Et là, on ne s'en rend peut-être pas vraiment compte, mais si là, on a quoi? On a peut-être 1 mètre là, de hauteur. Souvent, le haut des sarcophages, il est juste là. Il est juste là, il est juste là. Ça veut dire que quand Clarius entreprend ses fouilles archéologiques à lui, il tombe sur la même chose que nous, et il commence lui-même à faire une analyse. Et ça va totalement à l'encontre de ce que préconise l'Église normalement. Donc la naturalisation ensuite, c'est la non-reconnaissance de son origine anthropique pour tout ce qui est l'outillage de l'âge de pierre. Alors pour information, ça c'est une grosse dent. Pour ceux qui s'intéressent aux très anciens, ça c'est une grosse dent, ça ce sont des silex taillés. Savez-vous ce que sont des glossopètres, des langues de serpent pétrifiées? Alors normalement, on ne sait pas, mais ce sont des silex taillés du néolithique. Voilà comment à l'époque on considérait que les objets de la préhistoire avaient été des objets naturels qui revenaient jusqu'à aujourd'hui. Donc des langues de serpent pétrifiées de l'époque, ce sont des silex taillés du néolithique. Et là, ce sont des tout petits silex. Alors, je ne sais pas si c'est en pied ou en centimètres, mais là, on voit que ça fait à peu près 7 cm. Ça. Donc, premier objet, donc les glossopètres. Ensuite, les céronies, des pierres de foudre. Alors, les pierres de foudre, ce sont des haches de pierre polies du néolithique. Et quand on trouvait ça qui affleurait au niveau du sol, c'était naturel, il fallait trouver une définition pour que ça puisse caler par rapport au texte sacré et à ce qu'on savait de l'Antiquité. Donc ces objets naturels ont forcément des pouvoirs magiques. Donc les céronies protègent de la foudre et des naufrages. Elles soulagent aussi des douleurs rénales. Donc moi j'ai du mal à comprendre comment ça peut faire les trois en même temps, mais ça c'était ce qui était enseigné. Quand on ne sait pas, on invente. Et vous allez voir que cette idée de l'archéologie qu'on peut avoir aujourd'hui très critique, elle a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on invente. Et plus c'est gros et plus ça passe. Ces objets qui étaient naturels ne l'étaient pas et ils ne soulageaient absolument de rien. Mais il fallait bien trouver une définition, une origine et une action. Donc, impossibilité de lier les objets préhistoriques avec les textes sacrés. Au Moyen-Âge, tout est associé au mal, au sacré ou à la nature. Ensuite, la Renaissance, on avance dans le temps. Au XVe siècle, nouveau statut sous l'impulsion de Cyriaque d'Ancône. Donc, les monnaies ou monuments sont les sceaux de l'histoire. Déjà, on avance un peu mieux dans la compréhension des choses d'un point de vue immatériel. Donc, pour rappel, la Renaissance arrive avec la redécouverte de textes de l'Antiquité au début du XIVe siècle en Italie. Donc, c'est la remise en question des dogmes religieux et philosophiques. Nouvel intérêt pour les cités antiques. Donc, les cités antiques étaient au départ prises pour des carrières. On allait se servir pour construire des villages, des villes entières. On passe donc des carrières à un modèle d'art et d'architecture. Puis, à un sujet immatériel. C'est-à-dire qu'on parle de l'Antiquité, de la Rome antique. On imagine les choses et on y associe des idées,
alors qu'avant on était simplement dans l'aspect purement matériel des choses. Donc c'est la redécouverte du rapport de la légitimité du pouvoir avec les vestiges du passé. Donc là on revient à un texte de l'Antiquité, enfin du début de notre époque à nous, qui a été redécouvert à l'époque de la Renaissance, donc c'est Suétone, donc 70-122, dans la vie des 12 Césars. Donc Auguste, donc Octave, le premier empereur, honorera la mémoire des généraux qui avaient rendu tout puissant le peuple romain, d'abord si faible. Il restaura, en conservant les inscriptions primitives, les édifices bâtis par chacun d'eux. Et c'est ce genre de texte retrouvé à la Renaissance qui a servi à légitimer une nouvelle vision de l'Antiquité et de l'archéologie. Donc on passe de l'archéologie de l'objet à la Renaissance à une archéologie qui est beaucoup plus philosophique et beaucoup plus immatérielle, et notamment pour constituer une collection. C'est le début de la logique de ce qu'on va appeler plus tard la typochronologie. Alors c'est ce genre de choses que vous voyez là, c'est-à-dire que quand vous avez une forme et une autre forme, enfin vous avez une forme ronde d'un côté, une forme, on va dire carrée de l'autre, celle qui est intermédiaire, c'est celle qui est entre les deux. Et la typochronologie, ça fait partie des choses très douteuses que va inventer l'archéologie pour justifier de certaines datations. Donc ensuite, les antiquaires. Au XIVe et XVe siècle, nouveau rapport de l'objet vestige à l'antique. On parle d'objets qui sont sémiophores, donc ce sont des objets porteurs de signification. Passage de la matière à l'esprit. Et là, je vous ai mis ce qui pouvait être considéré comme une relique. Alors pas parce que c'était ancien, mais parce que c'était fort de symboles. Donc on passe effectivement de la matière à l'esprit, avec les antiquaires. Les antiquaires ou les premiers archéologues. Donc pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un antiquaire est une personne qui s'occupe de la recherche et de l'étude des monuments de l'Antiquité, comme les anciennes médailles, les livres, les statues, les sculptures, les inscriptions, en un mot, ce qui peut donner des lumières à ce sujet. Et c'est ce qui va donner après des cabinets de curiosité, où là l'idée c'est de regrouper plein de choses sans savoir exactement de quand ça date et d'où ça vient, pour présenter et vendre. Puisque les antiquaires, eux, ils stockent, ils financent des voyages, mais ils essaient de rentabiliser au maximum tout ce qu'ils font, ce qui est normal aussi. Ce sont des marchands au départ. Donc on revient à Cyriaque d'Ancône, donc 1391-1452, premier des archéologues. Donc issu d'une famille de commerçants, il aime les voyages, l'architecture et le dessin. Donc pratiquement tout son travail a été perdu. Il reste quelques planches, comme celle qu'on voit ici, où là on voit des dessins et puis en fait une description de ce qu'il essaie de faire issu de ses voyages. Partout où il va, il note, il recopie, il dessine. Donc il y a 3 périodes. Alors ce qui est important, ce n'est pas les dates en elles-mêmes, c'est de voir qu'il va se forcer à faire des zones géographiques. Donc il visite la Syrie, l'Asie mineure et les Cyclades. Ensuite, la Grèce continentale. Ensuite, il retourne en Asie mineure, il retourne dans les Cyclades et il va dans le Péloponnèse. Son but, sauver les antiquités condamnées à disparaître, donc dans son livre qui s'appelle « Les commentaires sur les choses anciennes ». Ça, c'est le Parthénon. Alors pour des gens qui sont allés au Parthénon, à l'époque, c'était l'équivalent d'une photo, ça. Ça, c'est plusieurs heures de travail. On est en 1400. Il faut se rendre compte de l'importance de ce genre de dessin-là pour des gens qui ne peuvent pas voyager, qui n'ont pas de photos, qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas notre technologie moderne pour avoir accès à des choses qui sont à la fois loin, géographiquement, et qui sont difficiles à rapporter par des mots. Donc ça, c'est le travail de celui qui est considéré comme le premier des archéologues. Ensuite, Nicolas Fabry de Préresque, donc 1580-1637, conseiller au Parlement d'Aix-en-Provence, passionné d'histoire naturelle, de manuscrits anciens, d'épigraphie et d'archéologie romaine. Il n'a rien publié de son vivant. Il est connu pour sa correspondance, publiée en 7 volumes entre 1888 et 1898. Pour lui, la connaissance des objets passe avant le fait de jouir de leur possession. Alors ça, c'est nouveau.
Et ça, c'est très intéressant. Il donne 3 tâches à l'antiquaire: la recherche des antiquités, leur étude et leur publication. Ensuite, Jacob Spon, 1647-1685, on avance toujours dans le temps, un médecin lyonnais. Il recherche des antiquités et des curiosités de la ville de Lyon, et il écrit en 1673 « Nos antiques ne sont autre chose que des livres dont les pages de pierre et de marbre ont été décrites avec le fer et le ciseau. » Donc on avait des gens qui, à travers leur texte, montraient une profonde admiration pour ceux qui avaient créé tous les objets, alors qu'avant c'était simplement du ramassage pour vendre, ou bien alors pour détruire. Donc dans sa préface, il définit l'activité d'antiquaire. Alors d'antiquaire à mi-chemin avec l'archéologue. Mais quelqu'un me dira, pourquoi tant de peine à chercher l'histoire ancienne sur des marbres rompus ou des pierres à demi effacées, si nous pouvons l'apprendre par le moyen des livres que nous avons dans nos cabinets, qui sont et plus amples et plus aisés à comprendre. C'est un langage de demi-savant, et il serait aisé de prouver que ces grands génies des derniers siècles n'avaient pas acquis le fond de leur science par le secours des livres seulement. Ils y ont joint les inscriptions, les médailles, les manuscrits, les gravures antiques et enfin tous les moyens dont l'Antiquité s'est servie pour faire connaître son histoire à la postérité. De plus, il n'est pas si aisé de supposer une inscription antique que de falsifier un livre ou de lui donner un autre auteur que le véritable. Alors ça, c'est une photo qui est prise chez les antiquaires de maintenant, mais vous allez voir que, enfin, vous voyez que c'est quand même sensiblement la même chose qu'il y a 500 ans. On est sur un bric-à-brac de vieilles choses anciennes. C'est une activité de commerce, mais qui résulte de recherche sur le terrain. Donc 3 missions de l'antiquaire: la collecte des antiquités, étudier les antiquités et publier les antiquités. Ensuite, le passage de l'objet à l'exploration. Donc la découverte de la ville d'Herculanum en 1709 par des ouvriers qui creusaient un puits. Alors, ce que vous voyez là, c'est la ville de Naples. C'est-à-dire que vous vous promenez dans Naples, vous tournez à l'angle d'une rue et vous tombez sur Herculanum. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. C'est une découverte qui est surprenante. Moi, quand j'ai visité Herculanum, c'était avec la fac en 2003, et je ne savais pas ce que j'allais voir. Et à un moment donné, on me dit, la ville antique, elle est là. Et effectivement, on baisse les yeux et on tombe là-dessus. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ancien, la ville ancienne d'Herculanum, qui est juste en dessous d'un quartier populaire de Naples, avec de l'élévation. Alors là, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais là, on a quoi? Là, si on imagine que ça fait, allez, on va dire 2 mètres, on a 2, 4, 6, 8, 10, on a quoi? On a 20 mètres de vestiges? Plus, alors ça doit être des soubassements, j'imagine. C'est près de l'eau, je crois. Ouais, il y a de l'eau, là. C'est un port. C'est ça. Donc, Herculanum, il faut le faire. C'est le passage de l'objet à l'exploration. On décide d'aller sur des sites. Pas de façon fortuite, mais il y a l'action de. Donc, fouille commencée en 1738. À l'époque, on ne parle pas de fouille, on parle d'exploration. Donc, c'est une ville de 20 hectares, dont 4,5 ont été dégagés aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus? Parce que dégager, c'est détruire. Et à moins d'exproprier tous les gens qui sont autour, il y a un quart d'Herculanum qui existe. Et ça suffit amplement pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc, des fouilles, des exhumations d'objets précieux. On est 15 mètres sous terre, sous de la lave solidifiée. 15 mètres sous terre, sous la lave solidifiée, on va chercher de l'objet. Je vous assure que là, on n'y va pas le dimanche après-midi avec tonton. Des gaillards. 15 mètres sous terre avec de la lave solidifiée, il fallait vraiment faire de l'exploration. Donc, plus tard, on va dire presque 100 ans après, Goethe, qui visite les explorations, va écrire dans son voyage en Italie « Il est déplorable que les fouilles n'aient pas été faites d'après un plan régulier par des mineurs allemands. » Bien sûr, ça veut dire que Belleville, objet précieux, et pourquoi ce n'est pas nous qui fouillons?
finalement. Nous qui avons cette rigueur, dès le départ, l'archéologie, donc en termes d'exploration et de fouilles, a fait l'objet d'enjeux géopolitiques. Pourquoi ce n'est pas nous qui fouillons, puisque nous, on est des mineurs, on s'est creusé, pourquoi les Italiens le feraient? Bon, on avance un peu dans le temps. Donc, il fouille d'Herculanum, problème de fouille, de conservation. Donc, des peintures murales sont découpées. Alors ça, c'est une peinture murale qui est encore aujourd'hui à Herculanum. Et on se rend compte, ce que vous voyez là, c'est une protection. Donc là, c'est le début de la conservation. C'est-à-dire que si on devait le laisser à l'air libre au soleil, avec l'humidité, on est à peu près sûr qu'en l'espace de quelques dizaines d'années, tout ça, ça tombe. C'est obligé. Donc, fouiller, c'est détruire. Sans conservation, tout ce qui est fouillé est détruit. Et Herculanum, donc, tout ce que l'on voit ici, là, ça a déjà été très, très, très largement dégradé par rapport à ce que c'était quand ça a été fouillé dans les années 1709, au départ. Donc, on avance toujours dans le temps et on voit que à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de nouveau, on se pose la question de l'archéologie, à quoi ça sert, où est-ce qu'on peut aller et comment on conserve les choses. Donc les conséquences sont nombreuses. Les savants veulent fonder l'archéologie en science méthodique. C'est la naissance de l'archéologie moderne, avec les fouilles d'Herculanum. Alors ce que vous avez ici, c'est une méthode que l'on voyait au XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est la méthode de Wheeler. C'est-à-dire qu'on veut faire une science méthodique, oui, pas de souci. C'est-à-dire qu'on fait un carroyage. Ça, c'est la case 1A, la case 2A, 3A, 4A. Et on se dit, l'objet, il a été trouvé là-dedans. À telle profondeur. L'objet, il a été trouvé là-dedans. Donc ça a des avantages et des inconvénients de fonder l'archéologie en science méthodique, c'est que ça impose un cadre, mais qui va évoluer dans le temps. Ça veut dire que, il se passe quoi là-dessous, en fait? Là-dessous, là, il se passe quoi? C'est-à-dire qu'il y a toute une partie là qui n'est pas fouillée. Alors ça permet d'avoir une stratigraphie, c'est-à-dire qu'on va avoir des strates. Ça, c'est de la science qui balbutie et qui commence à poser ses premières bases. Mais il faut passer par là. Donc là, on s'imagine qu'ils doivent en baver, les pauvres. C'est vraiment le travail de l'archéologue au XIXe siècle et au début du XXe. Là, on imagine que c'est les déblais. Puis là, c'est là où ils sont quand il pleut. Parce que l'archéologie, c'est du travail de terrain. Vraiment. J'en ai fait. On imagine les archéologues comme tout à l'heure en blouse. Ça n'existe pas. Ça, malheureusement, voilà. C'est-à-dire que là, on les voit, ils ont un chapeau, ils ont des vêtements, ils ont des bottes, ils ont des seaux. Mais c'est un travail de fou de faire ça. Mais on commence, après les fouilles d'Herculanum, à se dire, voilà, les savants veulent fonder une archéologie en sciences méthodiques. Donc on avance un petit peu dans le temps, et on arrive aux fouilles de Pompéi. Donc les fouilles de Pompéi, c'est un tout petit peu après Herculanum. Donc Pompéi, c'est ça. Et le Vésuve, c'est ça. Alors le Vésuve, il fallait l'imaginer comme ça. Donc tout ce qu'il y a là, c'est sur Herculanum, c'est sur Pompéi, c'est sur tout ce qu'il y a autour. Mais en même temps, faut comprendre une chose, c'est que comme c'est une montagne volcanique, c'est très fertile. Et l'idée, c'est d'arriver au plus près des terres fertiles pour pouvoir cultiver facilement. Donc du coup, ils sont condamnés cycliquement à subir ce qu'on connaît nous, on voit à la télévision avec les gens qui subissent tout un tas de catastrophes à côté des volcans. Donc, fouilles de Pompéi, telles qu'elles sont à peu près aujourd'hui. Donc, c'est sous une couche de cendres de 7 à 8 mètres, alors que tout à l'heure, c'était 15 mètres de lave solidifiée. Donc là, c'est une partie de plaisir. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'on était à peu près sur 20 hectares. Là, on est sur 70 hectares, avec une enceinte de 3 km de périmètre, une ville antique entière et intacte. Donc il faut s'imaginer que c'est une capsule temporelle. On prend les choses, on les fige. Alors pour ceux qui connaissent Oradour-sur-Glane, dans le Limousin, vous avez exactement la même chose, mais qui date de 1945. Oradour-sur-Glane, vous savez, c'est là où il y a eu le massacre d'une population dans une église, au moment où les Allemands se retiraient à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une capsule temporelle. Donc Edward Baldwin Lytton
a écrit un livre, Les derniers jours de Pompéi, en 1824. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pu écrire ce livre-là? Parce qu'il avait une capsule temporelle. C'est-à-dire qu'il a pu voir la ville figée et à partir de là reconstituer ce qu'a été la catastrophe de Pompéi. Donc, les fouilles ont surtout eu lieu au XIXe siècle. Donc, en 1860, un jeune numismate, Giuseppe Fiorelli, met en place des méthodes d'exploration et d'enregistrement plus rigoureuses. Ça, c'est une des gravures qui montre ce jeune numismate en train de faire des fouilles à Pompéi. Et quand on dit fouille, il trouve des amphores, il trouve des objets en métal, il dégage des colonnes, il dégage des bâtiments. On imagine que là, peut-être à l'intérieur, il y a des fresques. Enfin, il dégage des musées entiers. Hein. C'est des musées entiers qui dégagent. Que ce soit au niveau du bâti ou bien au niveau des objets. Puisque c'est une capsule temporelle, tout a été figé en place. Quelqu'un qui étudie les monnaies. Donc, mise en place d'une technique de moulage par injection en 1863. Alors, ce que vous voyez là, c'est un petit bonhomme, un petit archéologue, qui a trouvé donc, dans ses cendres un creux. Alors, au départ, il ne sait pas ce que c'est. Et après, il se dit, on en a fouillé 1, 10, 20, 50. On aimerait bien savoir ce que c'est que ce truc-là, puisque c'est du vide. Ça, c'est des cendres. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire couler là-dedans du plâtre et on va voir le négatif. Du négatif qui est ici, on va trouver le positif de cette chose étrange. Donc sur quoi on tombe? Sur ça. C'est-à-dire les petits bonshommes de Pompéi, et notamment des chiens, qui sont pris par l'éruption et par les cendres qui les brûlent instantanément. Donc ça, à chaque fois, c'est la même méthode. Et alors là, ce n'est pas le cas sur ces photos-là, mais parfois on voyait encore l'espèce de petite cheminée de plâtre qui avait été fait ici et là pour justement faire couler dans le négatif pour obtenir le positif. Donc là, on voit un chien. Il faut se rendre compte de la qualité des détails. Là, on voit même son collier. Pauvre chien, hein, qui est dans une position plus qu'embarrassante, en train de souffrir. Là, on peut reconnaître des enfants, là aussi, des adultes. Fouille de Pompéi, et moi je trouve que c'est la plus belle, c'est peut-être celle-là. On a les détails de la bouche, on a les yeux, le nez, personne qui est en train de ramper pour essayer de s'en sortir. Et là, celui qui, voilà, c'est le penseur de Rodin, quoi, résigné. Quitte à y aller, autant y aller. Hein. Donc ça, c'est le travail du numismate. Voilà encore des photos. De choses qui ont été faites. Pour la première fois, l'humain peut être replacé dans son contexte archéologique. Et là, encore une fois, c'est une révolution. Comme tout à l'heure, on voyait les antiquaires qui commençaient à se dire « ce sont des choses du passé, il faut les respecter ». Mais quand on voit une potiche, on voit une potiche. Quand on voit une colonne, on voit une colonne. Ça, c'est tous les petits bonshommes qui vivaient autour. Donc là, on se dit « oui, j'aimerais pas être à leur place. Oui, ils étaient comme moi. Et oui, je peux me projeter mentalement sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu. » Et sans les fouilles à Pompéi, sans avoir mis du plâtre dans les trous, on n'aurait jamais pu trouver tout ça. Et on n'aurait jamais pu se projeter. En se disant, voilà, ce petit enfant qui est là, c'était quoi son petit nom? Ce sont ses parents? Qui est-ce? C'est de l'archéologie? On est en train de faire de la psychologie? On est à la frontière de plein de disciplines différentes. Et si on avait bêtement tapé dans les cendres sans se demander ce qu'étaient ces cavités, on n'aurait jamais eu tous ces négatifs humains ou animaux qui nous auraient permis de replacer l'humain au centre de cette capsule temporelle. Donc les humains antiques apparaissent. Donc je refais, hein. On a un trou, on ne sait pas ce que c'est. On verse là, la chaleur elle part par ici, et quand on retire après toutes les cendres, on obtient l'humain, l'animal qui a été figé. Donc les derniers qui ont été trouvés, c'est en 2020, ce sont ceux qui sont ici. Alors à l'époque, ça avait fait pas mal de bruit parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas trouvé à Pompéi. Donc du coup, sur toutes ces coutures, ça a été photographié, il y a eu plein d'articles. Voilà. Et là, en fait, ce que vous voyez ici, ce sont les cendres. C'est ça. Donc c'est pas la lave solidifiée. Hein.
Ça, pour le coup, là, on peut y aller le dimanche après-midi. On prend une pelle, une pioche et on fouille là-dedans. On trouve des trous. Et bon, ils ont l'habitude. Hein. Ils trouvent un trou, hop, on arrête, on coule du plâtre, on attend que ça fige, on retire les cendres et on retrouve les humains qui sont en dessous. Et ça, en termes de capsule temporelle, bah, c'est comme une photo de l'époque. Parce qu'on peut voir dégager des gens qui pourraient avoir des habitudes culturelles. C'est comme si nous, on était morts avec les mains jointes, en signe chrétien, par exemple. On peut voir des choses comme ça qui apparaissent. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais si ça se trouve, il y a peut-être des choses qui sont symboliques, qui étaient pratiquées à l'époque et qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui. Donc, conservation des vestiges aussi à Pompéi, même chose qu'à Herculanum. Conservation des décorations. Donc ça, c'est une cantine à l'époque de Pompéi. Donc là où on mettait le chaux avec les gamelles au-dessus, le chaux en dessous, là les amphores, là tous les décors, et des choses comme ça à Pompéi, vous en avez plein. Plein. Si vous aimez l'archéologie, mais vraiment l'archéologie de l'objet et l'archéologie matérielle, il faut aller au moins une fois dans votre vie à Pompéi. C'est incroyable. Vous y voyez des trottoirs, vous y voyez des caniveaux, des égouts. Incroyable. C'est un voyage à faire. Et de ça, ils en ont trouvé des milliers, des choses comme ça. À chaque fois qu'ils fouillaient une pièce comme celle-là, ils pouvaient déjà remplir un petit musée. Et là, on est... alors, des fouilles au XIXe siècle, avec des découvertes, le découverte du site qui a été fait au XVIIIe siècle. Donc là, à chaque fois, ce sont des bons en avant dans ce qu'est l'archéologie, en termes de technique, en termes de compréhension, en termes d'évolution, comment appréhender la discipline. Donc, Johann Joachim Wilkenmann, donc 1717-1768, il a été entre autres bibliothécaire au Vatican. Donc, il voyage 4 fois à Naples, il visite Herculanum et Pompéi. Alors, quand Herculanum et Pompéi ont été fouillés ou explorés, avec les termes de l'époque, ça faisait sensation un petit peu partout. C'est comme si on faisait la une tous les mois dans nos grands quotidiens régionaux, régionaux, nationaux, avec les gravures qui allaient avec. Donc il fait connaître les 2 sites à l'Europe entière. En 1763, il est nommé préfet des antiquités romaines. En 1764, il publie Histoire de l'art, Histoire de l'art et de l'Antiquité. Donc c'est le passage pour expliquer les objets à expliquer une culture par les objets. Parce que justement, on est dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire que c'est l'Antiquité et l'archéologie qui va créer une nouvelle discipline, une histoire de l'art. Donc on passe du matériel à l'immatériel. C'est la naissance de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Partout dans le monde et sur toutes les civilisations du passé, on peut, à partir de maintenant, faire de l'archéologie et de l'histoire de l'art. Donc il faut être critique sur tout, quand on voit un petit peu l'histoire de l'archéologie, sur le fond et sur la forme. Mais dans ce que je vous explique, on peut faire quelques remarques, notamment sur Hérodote. Donc le surnom négatif souvent attribué à Hérodote est le menteur, ou le menteur d'Hérodote. Ce terme découle des critiques concernant la véracité de certaines de ses histoires et récits dans ses œuvres, notamment dans ses histoires. Certains contemporains ou historiens ultérieurs ont remis en question sa fiabilité en raison de son penchant pour relater des anecdotes et des légendes et des récits parfois considérés comme exagérés ou fabuleux. Malgré cela, Hérodote est souvent considéré comme le père de l'histoire en raison de son approche systématique de la collecte et de l'organisation des informations. Alors, parmi ses détracteurs, il y en a notamment Plutarque et Tite-Live. Alors Tite-Live, le grand historien qui a écrit beaucoup sur les empereurs romains. Donc, pas des moindres. Et ses sources, on peut en reparler, l'oralité, la littérature antérieure, les documents et les inscriptions, bon ça passe, les expériences personnelles, les mythes et traditions locales et l'analyse personnelle. C'est pas de la science, ça. Ça, au mieux, c'est un aventurier. Au mieux, c'est quelqu'un qui fait de la propagande et il s'en garde sous le coude pour lui ou pour des amis à lui. Et ça, là, il n'y a aucune science là-dedans, il n'y a aucune rigueur, il n'y a rien. Par contre, sous la forme de la science. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs volumes,
c'est bien détaillé, mais Hérodote, ce n'est pas de la science, et c'est l'histoire qui encadre l'archéologie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement nébuleux qui va encadrer une discipline qui étudie tout ce qui est passé. Ok, on continue. Tout à l'heure, j'ai parlé de Strabon le géographe. Donc je vais relire le texte. Longtemps, Corinthe resta déserte et c'est le dieu César qui, sensible aux avantages naturels du site, y installa une colonie en majeure partie composée d'affranchis. Ces nouveaux venus, en remuant les ruines et en retournant les tombeaux, découvrirent une foule d'objets céramiques et modelés et beaucoup de bronze. Admirant leur qualité, ils ne laissèrent aucun tombeau sans l'avoir inspecté, en sorte qu'ils s'en procurèrent un grand nombre. Et, les vendant fort cher, ils remplirent Rome de Necrocorantia. Ainsi nommèrent-ils les objets qui provenaient des tombes et, en particulier, les céramiques. Au début, on les estima beaucoup, tout autant que les bronzes de Corinthe. Ensuite, la mode passa. Les vases commencèrent à manquer. Ça, c'est des pierres de tombes. Et César, celui qui a détruit combien? Des dizaines de milliers de personnes, tué, pillé. Et dans son horreur, César, il reconstruit Corinthe avec des affranchis. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus manipulables que les autres, puisque un affranchi, pour rappel, c'est un ancien esclave. Donc, corvéable à merci. Bon, on continue. Les cabinets de curiosité, qui étaient des magasins. Bon, il fallait bien financer les explorations, et ça reste que des magasins, il n'y a pas d'explication. Quand on voit ce genre de choses-là, il n'y a pas comme nous dans nos musées, ça provient de Délos, ça provient de Smyrne, rien du tout. Hein. Bonjour, je voudrais savoir ça, combien ça coûte. Bon, ça sera tant. Donc, les antiquaires, pour certains, ils étaient très scrupuleux à vouloir mettre en place une méthodologie. Pas tous, loin de là. Un objet sans contexte, c'est pas grand-chose. Et ensuite, donc, j'ai parlé tout à l'heure de Jacob Spon. Donc, il définit l'activité d'antiquaire. Et ce qui est intéressant, c'était la dernière phrase. De plus, il n'est pas si aisé de supposer une inscription antique que de falsifier un livre ou de lui donner un autre auteur que le véritable. Et cette critique-là du passé, c'est ça. Hein. Et ça, c'est Louis XIV, c'est l'époque de Louis XIV. Donc ça veut dire que Jacob Spon n'était pas dupe du tout déjà des faussaires qui existaient à l'époque, que ce soit en termes d'objets ou d'interprétation des objets. Donc il faut être critique sur tout, sur le fond et sur la forme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on étudie l'histoire de l'éducation nationale, on a de quoi se faire peur, l'hôpital pareil, la police pareil, le journalisme pareil, la création artistique c'est pareil, tout ce qui est recherche médicale, pourquoi est-ce que certaines choses sont recherchées et pas d'autres, on ne sait pas trop. Et on peut étudier ça comme si c'était de l'astronomie. Ensuite, comme je sais que mes petits camarades vont parler des gros cailloux et de l'Amérique, on va essayer d'étudier un peu l'histoire de l'archéologie, mais en très très court, non pas autour du bassin méditerranéen, mais d'autres endroits. Donc les grandes dates de l'archéologie des mégalithes, donc l'archéologie des mégalithes, notamment les structures en pierre comme les dolmens, les menhirs, les cromlechs. Donc tout ça a une longue histoire de découvertes et d'études, et en gros, on va dater ça de moins 5000 à moins 2000. Mais pour moi, ça c'est complètement aléatoire. Donc à gauche, ici, un dolmen, menhir et un cromlech. Alors, ces menhirs qui sont là, ils viennent d'Afrique du Sud. Pour ceux que ça intéresse, il y en a partout dans le monde. Et ce qui est assez rigolo, c'est que juste au-dessus, là, vous avez les lignes haute tension, et juste en dessous, vous avez les menhirs. Ça se demandait si ça, c'est pas moderne, et ça, c'est pas antique. Je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'ils connaissaient la géobiologie mieux que nous, je ne sais pas. Donc on avance. Donc on est à peu près dans les mêmes époques que Pompéi et Herculanum. 17e et 18e siècle, les premières observations, 1649, John Aubrey, un antiquaire, encore un, britannique, est l'un des premiers à étudier et décrire les mégalithes de Stonehenge et d'Averbury. Il reconnaît ces structures comme préhistoriques, c'est-à-dire avant l'histoire, donc avant Hérodote.
Donc ici, Stonehenge. Et là, Avebury, avec les maisons, les habitations tout autour. Ça, c'est de la préhistoire. En 1720, donc William Stockley, un autre antiquaire britannique, mène des études plus approfondies sur Stonehenge et développe des théories sur la signification religieuse des mégalithes, notamment leur lien avec les druides. Alors là, une représentation des druides comme on en faisait au XIXe siècle, principalement. Donc, je ne sais pas si c'est le rassemblement du corbeau, je ne sais pas exactement, mais c'est comme tout à l'heure quand moi je faisais des images avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est un cliché qui est énorme. Ça, c'est l'intelligence artificielle de l'époque. Hein. Ça, c'est l'intelligence artificielle de la fin du XIXe siècle. Voilà comment on représentait les druides. Et moi, j'en ai une autre. C'est celle-là. Donc, chacun la sienne. Mais ça, c'est pas plus ni moins farfelu que ça. Et ça se trouve, les deux sont très proches de la réalité. Parce que les auteurs romains, eux qui étaient de l'histoire, ont largement décrit les tenues des druides, avant qu'ils les massacrent, bien évidemment. Donc, 19e siècle, naissance de l'archéologie moderne. 1810, Thomas Pennant, naturaliste et antiquaire, publie des observations sur les mégalithes écossais. Ensuite, Prosper Mérimée, écrivain et archéologue français, inscrit plusieurs sites mégalithiques sur la liste des monuments historiques en France, comme Carnac. C'est l'une des premières reconnaissances officielles du patrimoine mégalithique. Donc, James Ferguson, en 1872, émet une hypothèse sur l'origine astronomique des mégalithes de Stonehenge, contribuant à l'idée de leur lien avec l'observation céleste. Déjà. Ça veut dire que dès le 19e siècle, pour eux, il ne s'agit pas d'habitat du tout, ni de quoi que ce soit, mais on est sur quelque chose de très cultuel et lié à l'observation des étoiles. On avance un peu dans le temps, donc les études scientifiques. 1930-1950, l'archéologue Alexander Thom entreprend des recherches intensives sur les alignements mégalithiques en Europe, notamment à Carnac, et développe des théories sur leur fonction astronomique. Toujours. 1960, introduction de la datation au carbone 14. Alors là, j'en ai parlé sur MetaTV pour ceux qui avaient suivi, c'est au-delà du douteux, le carbone 14. Mais ça donne toujours des résultats, donc on peut toujours s'appuyer dessus quand même. Donc, permet d'affiner la datation des mégalithes, confirmant leur origine néolithique. Donc, néo, c'est pour nouveau, lithique, c'est pierre. Donc, c'est le nouvel âge de pierre. En 1967, Gerald Hawkins, astronome américain, publie ses recherches sur Stonehenge, encore et toujours Stonehenge, affirmant que le site aurait servi d'observatoire astronomique. Ensuite, au XXIe siècle, nouvelle technologie et découverte. 2003, découverte du site de Göbekli Tepe en Turquie, qui date d'environ, alors là, vieux, moins 9600, peut-être moins 10 000, moins 12 000, redéfinissant notre compréhension des premières structures monumentales. 2010-2020, utilisation de technologies comme le LIDAR, j'en reparlerai plusieurs fois, télédétection par laser et les relevés par drone permettent de découvrir de nouveaux sites mégalithiques cachés sous la végétation et de mieux comprendre la topographie de ces structures. Donc en fait, le LIDAR, en grande partie, c'est ça. Vous avez quelque chose dans le ciel. Donc là, au départ, en 2003, quand ils sont passés, enfin, dans les années 2000, enfin, ça a commencé même entre les deux, c'est à peu près 2006-2007, le début du LIDAR. Vous avez un avion, vous mettez ici un laser et vous allez scanner le sol en retirant la couche géologique. Et on peut paramétrer à quelle profondeur on veut y aller. Donc voilà à gauche le terrain vu d'avion, la même chose vue avec un LIDAR. Et donc ça, c'est du néolithique. C'est-à-dire que vous avez des grands fossés. Vous avez des choses qui sont purement géologiques, enfin vraisemblablement purement géologiques. Tout ça, là, ça c'est des choses qui sont bien antérieures. Ça peut être beaucoup plus moderne aussi. Ça, c'est du géologique, ça c'est du géologique, il n'y a rien d'artificiel. Ça, la route que vous avez ici, là, tac, elle est ici, passe en plein milieu. Ça veut dire aussi que... Ah, j'ai plus le pointeur. Bon, c'est pas grave. Quand ils ont construit la route, ils sont tombés sur les fossés. Les fossés, les talus, tout ce qu'ils avaient. Ça, c'est du LIDAR.
les grandes dates maintenant de l'archéologie en Amérique du Sud et centrale. Alors je vais aller très très vite aussi. Donc l'archéologie en Amérique du Sud et en Amérique centrale a permis de découvrir des civilisations anciennes comme les Mayas, les Aztèques et les Incas, ainsi que de nombreuses autres cultures précolombiennes. 16e, 17e siècle, conquête et premier récit européen. Donc 1519-1521, conquête de l'Empire aztèque par Hernán Cortés. Pour ceux qui connaissent, un grand philosophe. Les premiers chroniqueurs européens décrivent les richesses de Tenochtitlan, la capitale aztèque. Alors quand on voit ça et qu'on aime l'archéologie et l'archéologie ancienne, on se dit que ça ressemble quand même énormément à la description qu'on fait de l'Atlantide. Ça veut dire au milieu de pas grand-chose, au milieu de l'eau, quelque chose de très circulaire, avec différentes enceintes qui semblent être dégagées. Bon, grâce à Hernán Cortés, tout a été pacifié. On peut le remercier. 1532-1533, conquête de l'Empire Inca par un autre grand philosophe, Francisco Pizarro. Donc les Espagnols découvrent Cusco, la capitale Inca, et commencèrent à s'intéresser au trésor de la civilisation andine. Alors j'ai pris cette photo-là, pourquoi? Parce que c'est rare qu'on voit les deux qui sont sur la même photo, sur la même image en tout cas. Donc vous avez ici là, les murs mégalithiques qui sont pris en photo, qu'on voit dans BAM, dans toutes ces choses-là, et derrière la ville moderne de Cusco. Alors moderne et qui a été aussi reconstruite au-dessus des vestiges incas. Donc 1566, le chroniqueur espagnol Bernal Díaz del Castillo écrit une chronique sur la conquête de la Nouvelle-Espagne, donc l'actuel Mexique, et sur la grandeur des Aztèques. C'est-à-dire qu'en parallèle aux grands philosophes qui ont pacifié toute la région, il y a aussi eu quand même des humanistes qui ont dit on va quand même essayer de décrire les choses à la manière des antiquaires et on va essayer de préserver pour comprendre et puis rendre un peu hommage à tous ces humains qui ont vécu des choses et qui ont laissé des traces dans la culture. Donc l'Empire aztèque, je ne sais pas si ça remarche, donc l'Empire aztèque c'est au Mexique et les Incas c'est bien au sud. Donc ils étaient pas du tout, ils étaient contemporains, mais ils n'avaient pas plus de contact que ça entre les deux. Mais tous les deux très pacifiés par des grands philosophes, c'est l'avantage. Donc 18e et 19e, premières explorations et recherches. 1790, découverte du célèbre calendrier aztèque. Donc c'est très vieux. Hein. On est à l'époque de la Révolution française. Hein. Donc Pierre du Soleil à Mexico, lors de travaux dans le centre-ville. Donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'archéologie préventive. Donc en aménagement du territoire, donc en amont de l'aménagement du territoire, on fait de l'archéologie et on trouve ça. Donc cette découverte relance l'intérêt pour l'archéologie mexicaine. 1839-1841, John Lloyd Stephens et l'artiste Frederick Catherwood explorent les ruines mayas au Mexique, au Guatemala et au Honduras. Leurs récits et dessins dans Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan font connaître au monde occidental les grandeurs des Mayas. Donc les Mayas étaient déjà éteints au moment où les philosophes sont arrivés. Hein. Et ça, ce que vous avez sur la gauche, ce sont les peintures qui en ont été faites. 1867. Donc là, on est à l'époque des grandes fouilles qui ont été faites à Pompéi. Donc Eugène de Masneau, explorateur français, redécouvre le sud de Tiahuanaco, en Bolivie, l'un des plus anciens et plus mystérieux centres cérémoniels de la région andine. Donc tout a été reconstruit. Donc là, on est dans la restauration qui a été faite en parallèle à la découverte, un petit peu comme ça a été fait avec Evans, par exemple, en Crète. Donc tout ça a été remonté, tout ça a été au sol. Ensuite, XXe siècle, découverte majeure et développement de la discipline. 1911, découverte du Machu Picchu par Hiram Bingham, un explorateur américain. Ce site Inca, dans les montagnes péruviennes, devient mondialement célèbre et symbolise les découvertes archéologiques en Amérique du Sud. Alors, ce qui est surtout intéressant par rapport à ça, c'est que c'est une recherche qui a été financée par le National Geographic, et le National Geographic a repris la démarche des antiquaires du début de la Renaissance. C'est-à-dire qu'on arrive, on finance quelque chose, on fouille, on préserve et on publie. Ensuite, 1926, découverte de la tombe du seigneur de Sipan, dans le nord du Pérou, révélant l'importance de la civilisation Moche, donc 100-700 après Jésus-Christ, donc éteint avant l'arrivée des Européens, avec des objets en or, céramique et textile. Ça, c'est une tombe intacte telle qu'elle a été
enfin trouvées et quand même derrière un peu reconstituées. Mais en tout cas, toutes les photos montraient que c'était comme ça au moment des fouilles. 1946, l'archéologue américain Alberto Ruiz Louillier commence ses fouilles à Palenque, un site maya important. En 1952, donc c'est vraiment très proche, il découvre la tombe du roi Pacal sous le temple des inscriptions. Donc on a en bas la dalle, on a le masque, et c'est ce qu'on voit juste en haut là. Et tout ça en dessous de la grande pyramide ici. Et 1952, c'est très très récent. 1948, découverte du site de Caral au Pérou, daté de moins 2600, ce qui en fait l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Sud. On se croirait en Égypte, hein, quand on voit cet aspect un peu brun, avec une organisation qui ressemble presque aussi à une ziggourate en Mésopotamie. Donc on avance encore dans le temps. Donc découverte de l'épigraphie maya qui démontre les inscriptions mayas sur les monuments, raconte les événements politiques et dynastiques, changeant ainsi la compréhension de cette civilisation. Donc en fait, on se rend compte que c'est comme des hiéroglyphes. 1976, fouille de Monte Alban, un site zapotèque au Mexique, révélant d'importants aspects religieux et politiques de cette civilisation. Donc là, on est en plein dans les pyramides. 1976, c'est très récent. Ensuite, 21e siècle, nouvelle technologie et découverte récente, encore et toujours le lidar. Ça révolutionne complètement tout ce qui est fait en Mésoamérique. Alors Méso, c'est pour dire que c'est l'Amérique centrale. Il s'est appliqué principalement pour la culture maya. Alors pourquoi ? Parce que les Mayas, c'est le Mexique, et au nord du Mexique, c'est les États-Unis. Donc en fait, les recherches au lidar sont financées par les Américains, parce que c'est juste à côté de chez eux. 2009, découverte du complexe archéologique El Parezo, près de Lima, au Pérou, révélant des structures cérémonielles de plus de 4000 ans. Pareil, on a l'impression d'être soit en Mésopotamie, soit en Égypte. 2015, utilisation de lidar pour révéler des milliers de structures mayas jusque-là inconnues dans la jungle guatémaltèque, démontrant la densité des villes mayas. C'est tout ce que vous avez ici. Donc si vous tapez archéologie et lidar, vous en allez avoir des centaines et des centaines des images comme ça. Découverte d'un vaste réseau de structures en 2021 pour tout ce qui est maya et olmec, datant d'environ moins 1000, révélant l'ampleur des premiers centres cérémoniels dans la péninsule du Yucatan. Donc vous avez toujours exactement la même chose, hein, c'est-à-dire un relief où on retire en fait la couche végétale. Donc l'archéologie en Amérique du Sud et centrale a évolué à travers des siècles de découvertes, depuis les récits de la conquête européenne jusqu'aux recherches modernes utilisant des technologies avancées. Chaque découverte a permis de révéler la complexité et la richesse des civilisations précolombiennes, redéfinissant constamment notre compréhension de cette région du monde. Donc, d'une certaine façon, pour généraliser, comme on l'a vu pour le bassin méditerranéen, comme on l'a vu pour tout ce qui était préhistorique et pour tout ce qui était Amérique du Sud et Amérique centrale, la démarche au départ, elle est toujours individuelle, faite de découvertes fortuites, puis dans un deuxième temps, analyse collective privée, ensuite analyse collective institutionnelle, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est des universités qui commencent à entreprendre des recherches, ensuite un enseignement institutionnel qui devient instantanément dogmatique, parce qu'à partir du moment où on fait un cours et on demande à des gens de l'apprendre et d'avoir un examen derrière, ça devient un dogme, et après on met une législation contraignante autour. C'est-à-dire que sous prétexte de vouloir préserver les vestiges, on n'a plus le droit d'y toucher. Donc convergence d'intérêts, c'est toujours pareil, il n'y a pas de vérité, selon moi, et tout peut être ouvert, il ne doit pas y avoir d'enseignement dogmatique. Et ce que nous avons aujourd'hui est le résultat d'un consensus. Donc deuxième partie, je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps tourne. Tout ce qui fait l'archéologie, c'est vaste, très vaste. Donc ça se divise en 4 parties, donc la partie prospection, la partie fouille, la partie étude, analyse et la partie rapport. Donc la prospection en archéologie, la prospection désigne l'ensemble des méthodes utilisées pour repérer des sites archéologiques sans avoir recours à des fouilles immédiates. Il existe plusieurs types de prospection allant de l'observation visuelle sur le terrain à l'utilisation de technologies avancées. Et la prospection pédestre en premier. Cette méthode consiste à parcourir le terrain à pied afin d'observer et de collecter des indices archéologiques en surface comme des fragments de poterie, des outils en pierre ou d'autres artefacts. Alors bien qu'on n'ait pas le droit de faire d'opérations archéologiques sans autorisation, ça on peut le faire partout. C'est très ingrat
comme c'est très ingrat, ça se fait forcément avec des étudiants, et ils sont en randonnion comme ça, ils vont visiter des champs. Et quelqu'un lève la main, j'ai trouvé quelque chose, on va ramasser l'objet, on va mettre une petite fiche au sol avec un numéro, et on sait qu'à tel endroit, après derrière il y a un topographe qui arrive et il va prendre en X, Y, Z, en fait, il va géolocaliser ce qui a été trouvé. Prospection pédestre, donc prospection pédestre avec détecteur de métaux le dimanche après-midi aussi. Hein. Ça, voilà, totalement illégal pour certains. Utilisation très utile dans les zones agricoles ou les terrains perturbés, où des vestiges peuvent être exposés en surface. Avantage simple à réaliser, peu coûteuse, elle permet de couvrir de grandes surfaces, limite. Elle ne permet pas d'identifier des vestiges enfouis profondément ou sous une végétation dense. Ensuite, tout ce qui est prospection géophysique, cette méthode utilise des techniques physiques pour détecter des anomalies dans le sous-sol qui pourraient indiquer la présence de structures archéologiques. Donc là, vous avez un physicien qui vient sur le terrain. Et l'idée, c'est de faire de la magnétométrie, mesure des variations du champ magnétique du sol causées par des structures enfouies, murs, fossés, etc. Donc à partir de l'installation qui est à gauche, on peut obtenir le résultat qui est à droite. Alors ça, c'est surtout très intéressant pour tout ce qui est lié à la préhistoire. C'est-à-dire qu'autour des menhirs, des dolmens, autour des cromlechs, on peut utiliser ce genre de méthode-là pour voir ce qu'il y a justement en dessous. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pierres qui sont écroulées? Ensuite, le géoradar, alors c'est un peu le même système, hein, de toute façon. À chaque fois, il y a quelqu'un qui est sur le terrain, qui vient passer quelque chose. Il envoie un émetteur et on a un récepteur derrière qui vient voir un peu les interactions qu'il peut y avoir. Donc, il envoie des ondes radar dans le sol et détecte les échos renvoyés par des objets enfouis ou des différences de densité dans le sol. Et la résistivité électrique, c'est la même chose, c'est le même système. On envoie quelque chose, on réceptionne autre chose et entre les deux, on interprète. Ensuite, les prospections aériennes. Alors, je vais essayer de passer rapidement. Ça, c'est ce qu'on voit sur Google Earth. C'est pareil. Qui n'a jamais été sur Google Earth et s'est amusé à voir des vieilles structures qu'on pouvait trouver dans les champs autour de chez soi? Photographie aérienne, donc pour étudier, repérer des variations dans la végétation ou dans les reliefs. Le lidar. Et le lidar aujourd'hui, si dans les années 2000-2010, ça se faisait sur des avions, aujourd'hui, ça se fait avec des drones. Ça veut dire que quelqu'un qui a un petit peu de budget, il peut acheter un drone, acheter donc le système du lidar et aller autour de chez lui pour essayer de scanner. S'il a le logiciel, il l'interprète et il a les résultats. Alors ça, c'est fait par avion, mais on peut le faire par drone. C'est totalement interdit, mais qu'est-ce que c'est marrant de le faire, quoi. Surtout que toute l'Europe entière a été passée au lidar, il faut le savoir. Oui, la France entière, ce qui fait que au sein du ministère de la Culture, ils ont des relevés lidar, un peu comme on le voit en bas, quoi, sur toute la France. C'est interdit de consulter, interdit même de demander à avoir accès à ce genre de choses-là, mais toute la France et toute l'Union européenne a été passée au lidar. Donc prospection sédimentaire et géomorphologique, alors je vais passer très rapidement aussi. Ça, c'est ce qu'on fait. Alors, cette méthode consiste à analyser les formations sédimentaires et les caractéristiques géomorphologiques d'une région pour identifier des zones où des dépôts archéologiques pourraient être conservés. Ensuite, prospection par sondage mécanique. En fait, c'est une pelle mécanique. On fait un trou, on voit ce qu'il y a dedans. C'est bien, c'est pratique, ça fait plaisir aux enfants parce qu'il y a plein de gens qui viennent pour savoir ce qu'on fait quand c'est comme ça. Pour prélever des échantillons de sol à différentes profondeurs. Prospection sous-marine. Donc rechercher des sites archéologiques submergés tels que des épaves, des ports anciens et des structures côtières englouties. Donc le sonar à balayage latéral, utilisé pour cartographier des fonds marins et identifier des anomalies qui pourraient indiquer des structures ou des artefacts. Ça, c'est l'équivalent du lidar, pour loin. Et les résultats sont, si on se débrouille bien et qu'on a des gens qui sont très compétents, on obtient la même chose qu'avec le lidar. C'est plus vieux que le lidar ou Ça ? Ah oui, ça c'est très ancien. Mais au fur et à mesure, il y a des tas de méthodes qui ont été refaites derrière pour justement augmenter la précision et augmenter la capacité à obtenir des résultats très fins en termes de rendu. Ensuite, les drones sous-marins, les ROV, utilisés pour explorer des zones submergées difficiles d'accès. Chaque méthode de prospection archéologique a ses avantages et ses limites. Le choix de la technique dépend du contexte
environnementale, terrain, végétation, de la profondeur des vestiges, du budget surtout et des objectifs de la recherche. Dans de nombreux cas, les archéologues utilisent une combinaison de méthodes pour maximiser leurs chances de découvrir des sites et de les documenter sans perturber les couches archéologiques. Donc ensuite, les fouilles. En archéologie, les fouilles, on sait tout ce que c'est, utilisé pour un élément central pour explorer et comprendre les sites archéologiques. Donc là, vous avez une fouille en contexte urbain, parce que là, vous avez un tube de PVC juste en bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ben là, c'est pareil, hein, quand ils installent le tube de PVC, ils savent qu'ils cassent des objets archéologiques. Et s'ils ne veulent pas avoir de soucis et de problèmes en termes de délai pour les travaux, ben, ils disent rien, ça passe. Ce n'est pas très grave non plus. Mais ça, c'est des fouilles en urbain type. Ensuite, la fouille stratigraphique, ça c'est ce qui se pratique tout le temps. Donc c'est basé sur la stratigraphie, une méthode qui prend en compte les différentes couches de sédiments et leur succession temporelle. Donc ce qui est plus ancien est en dessous, ce qui est plus récent est au-dessus. Comprendre la chronologie du site et interpréter les événements qui s'y sont déroulés à travers l'étude des couches de dépôt, couches d'occupation, destruction, construction, etc. C'est ça. La stratigraphie, c'est ça en archéologie. Donc là, il y a un fossé avec un comblement qui est lent et anaérobie parce que c'est tout gris. Voilà, pour simplifier au maximum. Donc j'avance, les fouilles en air ouverte. Fouilles en air ouverte ou fouilles de surface consistent à dégager une large zone d'un site, souvent pour comprendre l'organisation spatiale d'un espace comme une ville, un village ou un monument. Objectif, mettre au jour de vastes secteurs d'un site pour mieux comprendre l'occupation, l'urbanisme ou les activités économiques. C'est ça. En gros, c'est ça. Et là, comme on le voit, bah, ça affleure complètement par rapport au niveau du sol, par rapport au niveau où il y avait l'herbe. C'est ça. Ça, c'est les fouilles en air ouverte, c'est ce qui se pratique quand on fait de l'archéologie préventive. Fouilles en tranchée. Les fouilles en tranchée consistent à creuser des tranchées ou des sondages étroits dans le sol, souvent en ligne droite pour échantillonner des vestiges sur une grande distance ou pour sonder la stratigraphie. Objectif, explorer un site de manière rapide et obtenir une coupe stratigraphique pour comprendre l'histoire du lieu. Voilà le genre de choses. Vous avez une grosse fosse dépotoir. Alors, fosse dépotoir, pourquoi? Parce qu'on voit des gros blocs dedans qui ne sont pas en place, qui ont été brûlés. Ils sont rouges et au-dessus, c'est marron. Enfin, c'est marron. Au-dessus, c'est noir. Donc, c'est-à-dire que c'est une couche qui est faite de destruction de quelque chose qui devait être juste autour. Donc, si on a ça sur un site archéologique, on sait qu'il y a quelque chose qui a brûlé et qui a été vraqué après dans un trou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est là. Et en dessous, vous avez tout ce qui est naturel. Donc l'espèce de pierre calcaire, là où il y a une petite fiche sur le côté à gauche, il y a marqué numéro 2, tout ça c'est enregistré. Alors les fouilles extensives, les fouilles extensives se concentrent sur de grandes surfaces, mais souvent en utilisant des méthodes moins détaillées que les fouilles en air ouverte. Elles sont souvent utilisées pour obtenir une vue d'ensemble d'un site. Objectif, explorer de larges étendues de terrain pour identifier les zones d'intérêt, comprendre la répartition des vestiges ou la taille des occupations. C'est ça. Pompéi, Herculanum, c'est ce genre de fouille-là, où l'idée, c'est d'aller le plus vite possible pour dégager un maximum de choses. Fouilles ponctuelles ou par sondage. Ces fouilles consistent à effectuer des sondages dans des zones spécifiques du site pour explorer une petite surface ou pour vérifier la présence de structures sous la surface. Objectif, tester des hypothèses ou vérifier la présence de vestiges dans une zone limitée sans entreprendre de fouilles à grande échelle. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images-là. Ça, c'était diagnostic archéologique. Ça, c'est ce que je faisais. Il y a un peu plus de 10 ans. Il y a 12 ans, je faisais ça. Des grandes tranchées. Alors là, vous voyez une piste d'atterrissage pour un aéroport. Les hangars sont sur la droite. À mon avis, tout ça n'était plus occupé. Ils ont vendu tout le terrain. Ils vont faire un centre commercial ou quelque chose à la place, enfin, ou des lotissements, ou une ville, l'extension d'une ville. Et avant de construire, il y a de l'archéologie préventive. L'idée, c'est de voir si dans les tranchées-là, il y a des sites archéologiques qui sortent. À quelle profondeur, avec quels vestiges, et est-ce que c'est stratigraphié? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du romain avec au-dessus du médiéval, et sur quelle zone exactement? Et plutôt que de tout fouiller, l'idée, c'est de faire des tranchées. Et c'est parfois des linéaires sur des dizaines de kilomètres, comme ça. Des tranchées sur des dizaines de kilomètres. Laurent, tu disais tout à l'heure que toute l'Europe a été passée au radar. Au lidar, oui. Pas où est-ce qu'ils sont les Pardon? Si ça ne demande pas tout ça.
Mais c'est la guerre des archéologies. Du coup, il y a quand même de l'archéologie préventive, alors que maintenant, avec le LIDAR, on va voir les résultats immédiatement. Parce que c'est la guerre des archéologies, ça. On va évoluer comme ça. C'est la partie d'après. Ah non, moi j'ai fait des diagnostics qui étaient négatifs. Il y avait des diagnostics, ça faisait 10 pages. Hein. Rapport du diagnostic, ben, négatif, donc c'est que de l'administratif. S'il n'y a rien, il n'y a rien, quoi. Et puis j'ai envie de dire, si l'archéologue qui est là, il a la visite du propriétaire du terrain qui s'appelle Carrefour et qui amène 2 caisses de champagne, il n'est pas prêt de trouver un site. Hein. L'appel mécanique. Juste 2 caisses de champagne. Quand on gagne 1 500 € par mois, on se fait corrompre à la hauteur de ce qu'on gagne. Donc c'est toujours le même système. Hein. Quand on a un enfant qui fait du bruit, on lui donne un bonbon. Hein. Donc, pour une fraise tagada, on peut corrompre un enfant. Avec 2 caisses de champagne, on arrive à faire sauter peut-être, on va dire, un petit village gaulois là-dedans. Aucun souci. Comme me racontaient des archéologues des années 70-80 qui fouillaient près de Bordeaux, certaines parcelles de champs ont été rachetées pour faire du vignoble. Alors, je ne vous dirai pas qui était le propriétaire du vignoble, mais ça s'est réglé à coup de caisses de vin, quoi, sur du Bordeaux. C'est un métier. C'est un métier. Donc, ouais, ça rappelle l'archéologie des philosophes de la Renaissance en Amérique centrale et du Sud. Il y a un cousinage. Il y a une volonté de faire un parallèle entre les deux. Donc, fouille en contexte sous-marin, fouille sous-marine se concentre sur les vestiges immergés tels que les épaves de navires, les ports engloutis ou les structures submergées. Objectif, explorer des sites archéologiques sous l'eau, souvent dans des environnements difficiles d'accès. C'est ça. Et ça, c'est le genre de choses qu'ils ont dû trouver quand ils ont fait les fouilles de l'épave d'Anticythère. À mon avis, ça devait être ce genre de choses-là. Et ça, aujourd'hui, c'est l'archéologie qui est de loin la plus intéressante à mon sens. Parce que c'est là où il y a le plus de choses à fouiller, et surtout à l'étranger, parce qu'en France, on ne peut pratiquement rien faire. Et puis avant de trouver une eau comme ça en France, à part sur le bassin méditerranéen, c'est quand même pas évident. Hein. Et encore, je ne suis même pas sûr que sur toute la côte méditerranéenne de la France, on puisse trouver une eau aussi claire. Tu vas au large de l'Atlantique, tu trouves une eau comme ça. Ouais, vers la Bretagne, non? En Bretagne, tu vas sur l'île des Diques ou à Deauville. Parce que moi, je sais que du côté de La Rochelle, c'est l'horreur. Hein. D'accord. Donc, fouille en contexte funéraire. Fouille en contexte funéraire concernant la mise à jour de tombes, de sépultures ou de nécropoles. Objectif, étudier les pratiques funéraires, analyser les restes humains et découvrir les artefacts associés aux rites mortuaires. Donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, c'était des filles. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si, comme le disait Clarisse, c'était comment tout à l'heure? Celle qui nous donnait des leçons sur l'extrême droite. Faustine. Faustine dirait que nous sommes sexistes. Parce qu'on se rend compte que c'est les hommes qui font de la pelle-pioche et c'est les femmes qui font les os. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais c'était souvent des filles, en tout cas. Fouille expérimentale. Alors, ces fouilles ne se concentrent pas sur un site ancien, mais elles visent à recréer des conditions passées pour mieux comprendre les techniques de construction ou de mode de vie. Objectif, reproduire les techniques anciennes, construction, agriculture, artisanat, pour en tirer des enseignements sur la façon dont les sociétés passées vivaient et travaillaient. Alors ça, c'est extrêmement intéressant pour tous ceux qui font de la reconstitution archéologique. Tous les gens qui font des clubs dans différentes périodes, médiévales, antiques, même jusqu'à la période moderne, et ils refont l'artisanat de l'époque. Donc les fouilles archéologiques sont variées et s'adaptent aux particularités des sites et aux objectifs de la recherche. Elles exigent des méthodes et des approches spécifiques pour maximiser les informations recueillies tout en respectant les vestiges. Et la conservation, s'il n'y a pas de budget, on s'en fout. C'est ce qu'il faut se dire. La conservation, c'est de l'argent en plus, c'est des moyens en plus. Donc l'étude, l'analyse, l'archéologie est une discipline vaste qui englobe de nombreuses spécialités, chacune ayant pour objectif d'explorer des aspects particuliers, et ces spécificités peuvent être définies en fonction des périodes historiques, des régions géographiques, des types de vestiges étudiés ou de techniques spécifiques utilisées pour l'analyse. Alors autant avant, dans les méthodes de fouille, il y en avait beaucoup, avec à chaque fois des spécialités différentes, autant dans les études et les analyses, je vais aller encore plus vite, parce que vous allez comprendre le concept de la tour de Babel. Quand vous voulez tuer une discipline, vous créez plein de spécialités à l'intérieur.
C'est pour ça que c'est lourdingue. Ce que je fais là, c'est du catalogue. Parce qu'entre eux, ils se battent tous pour se dire, mais moi, je vais faire moi, je suis spécialisé sur telle chose, moi, je vais faire telle méthode, et là, vous tuez complètement une discipline. Comme si, sur une enquête policière, vous aviez 10 enquêteurs qui arrivaient avec 10 méthodologies différentes. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui va en sortir. Donc, si vous voulez tuer une discipline, vous créez plein de spécialités. C'est génial, ça marche à chaque fois. Archéologie préhistorique. Étudier des sociétés humaines avant l'invention de l'écriture, couvrant des périodes telles que le paléolithique, le néolithique ou l'âge du bronze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un site archéologique avec du médiéval et de la préhistoire en dessous, vous pouvez être sûr que le site va être saccagé. C'est là que ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que celui qui fait de la préhistoire va tout faire pour pourrir celui qui fait du médiéval, et celui qui fait du médiéval va tout faire pour pourrir celui qui fait du préhistorique. C'est le jeu. C'est le jeu, et quand on voit le préhistorique, en général, c'est très profond. Donc quand on fait un diagnostic archéologique et que la personne qui fait le diagnostic est spécialisée en préhistoire, je peux vous dire qu'il va sacrifier tout ce qu'il y a au-dessus pour trouver ce qui l'intéresse. Et là, il n'y a même pas de caisse de champagne ou de bouteille de vin. Voilà. Archéologie dite classique. Alors, classique méditerranéenne. Étude des civilisations anciennes du bassin méditerranéen, notamment la Grèce antique, Rome et les civilisations hellénistiques. Donc là, vous avez des pilettes, des petits machins là, carrés rouges. C'est-à-dire que là, vous avez un hypocauste. L'hypocauste, c'est le chauffage. On met ça, c'est-à-dire chauffage par le sol. Il ne manque plus que la pompe à chaleur sur le côté et on a nos chauffages modernes. Et là où sont les deux archéologues, ça devait être la chambre de chauffe. Très certainement, à mon avis. C'est-à-dire que c'est par là qu'on mettait le feu pour que ça chauffe en dessous des pilettes, enfin autour des pilettes, pour que la pièce au-dessus soit chauffée. Ça veut dire que si vous avez un archéologue qui est de mauvaise foi et qui fait de l'archéologie dite classique, eh ben, il n'ira pas voir en dessous s'il y a du gaulois ou de la préhistoire. Parce que si on va chercher du gaulois ou de la préhistoire, enfin du gaulois, du celtique, eh ben, tout ce qu'il y a là, ça dégage. Donc voilà encore un bon moyen de tuer la recherche en spécialisant l'archéologie par période. Ils ne peuvent pas faire chaque période. Fouiller, c'est détruire. Si tu veux voir ce qu'il y a... Non, parce que le type, tu l'aimes pas. C'est plus complexe. Parce que tout ça, c'est des budgets. Tout ça, ce sont des budgets. Hein. Archéologie égyptienne ou égyptologie, donc spécialisée dans l'étude de l'Égypte antique, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. C'est ce que Jean-Pascal a expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est du bâti, pratiquement. Il n'y a pas vraiment de fouilles. Et les égyptologues, ce sont de loin les plus zinzins que j'ai croisés dans les facs. C'est-à-dire qu'il y avait 2 places tous les 2 ans et ils étaient 50 à s'inscrire. Je ne comprends pas. Et à la fin, c'était le fils de l'archéologue qui était choisi. Oui. Ou celui qui l'appelait sa nièce. Je dis rien. Voilà, c'était celui qui l'appelait sa nièce, qui devenait archéologue officiel et qui avait les budgets. Donc les égyptologues, on met de côté. Archéologie mésopotamienne, objectif, étude des civilisations de la Mésopotamie, Sumer, Babylone, Assyrie, l'un des berceaux de la civilisation humaine. Alors en haut, c'est ce qui a été fouillé, en bas, c'est ce qui a été reconstruit. Et entre les deux, c'est ce que l'armée américaine a pris pour financer ces marchands d'armes qui ont bombardé à 500 mètres de là, quoi. C'est pour ça que les Américains ont abondamment fouillé les sites archéologiques mésopotamiens pendant toutes les guerres du Golfe qu'ils ont entrepris. Soi-disant parce qu'il y avait des caches d'armes. C'est comme les grottes de Tora Bora, on ne les a jamais vues, mais c'était très pratique. Archéologie médiévale. Alors moi, autant j'étais spécialisé dans l'archéologie préventive sur tout ce qui était diagnostic en amont, mais moi je faisais aussi de l'archéologie médiévale sur du haut Moyen-Âge. Donc objectif, étude des sociétés du Moyen-Âge, en particulier en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Asie. Donc là, vous avez un château, manifestement, et au pied du château, comme à chaque fois, vous avez tout un tas de vestiges, d'autres aménagements qui ont été faits. Ensuite, archéologie industrielle. Alors ça, c'est très à la mode en ce moment. Étude des vestiges de la révolution industrielle et des structures associées aux activités manufacturières, minières, ferroviaires et urbaines des 18e et 19e siècles. Alors ça, en l'occurrence, c'est une usine de métallurgie du 19e siècle.
Mais un peu dans le même esprit que l'archéologie industrielle, vous avez l'archéologie des guerres mondiales. Ça veut dire que dans le nord de la France et dans l'est de la France, vous avez de l'archéologie qui est faite sur 14-18, les tranchées, et sur les batailles qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Archéologie du bâti, étude des structures construites par l'homme. Alors je passe un peu comment c'est fait. Et le rendu que vous avez à droite, c'est ça. Chaque couleur représente une face différente du bâti. Donc là, comme on voit que le bleu est en dessous du vert, on sait que le bleu correspond à une période qui est antérieure au vert. Et c'est le genre de rendu qui est obtenu. Et là, vous avez encore une autre bataille. C'est-à-dire que quand vous avez du bâti là, vous n'avez aucun intérêt à démonter tout pour voir si en dessous il y a d'autres vestiges. Donc ça alimente encore la guerre des archéologies. Archéologie funéraire, donc spécialisée dans l'étude des pratiques funéraires et des sépultures. Donc comme on dit tout le temps, quand on a fouillé 10 sépultures, on en a fouillé 500 000 en général. Mais les gens qui sont spécialisés là-dedans, il faut bien qu'ils défendent leur activité aussi. Donc ça, c'est la fouille à proprement parler. Et après la fouille, il y a la bioarchéologie. Objective, analyse des restes humains, squelettes, momies, pour comprendre la société, la nutrition, les maladies et les pratiques culturelles des populations anciennes. Donc ce sont plein d'observations faites sur le terrain et en dehors qui vont permettre de comprendre comment a vécu la personne. Archéologie environnementale. Là, on se rend compte de l'aspect gigantesque de ce que représente l'archéologie. Ça n'en finit plus. Donc, objectif, étudier les interactions entre les sociétés humaines et leur environnement à travers le temps, en analysant les écosystèmes anciens. Donc, c'est ce qu'on a ici. Archéozoologie, étude des restes animaux découverts lors de fouilles archéologiques pour comprendre la relation entre les humains et les animaux. Donc là, c'est une vaste fosse qui a été remplie d'animaux. En bas, vous avez des humains. Au-dessus, vous avez des bovins. Et l'idée, c'est de savoir pourquoi et comment ça a été fait. Et quand les archéozoologues arrivent, c'est juste, on met de la rubalise autour et ils font leur travail et on ne leur parle pas parce que non, c'est la guerre des archéologies. Archéobotanique, étude des vestiges végétaux anciens, graines, pollen, bois, pour comprendre l'agriculture, la gestion des ressources naturelles et des habitats alimentaires des sociétés anciennes. Alors là, c'est des céréales que vous avez en haut, en bas, ça doit être des céréales aussi. Et ça n'en finit plus. Et ça n'en finit plus. Archéologie urbaine, étude des anciennes villes et des processus d'urbanisation. Alors là, comme c'est pas très bas, c'est un diagnostic. Mais quand moi j'étais à Orléans, on était descendu, je crois, à 4 ou 5 mètres de profondeur pour le tram, qui devait descendre, lui, à peut-être 1 mètre de profondeur. Donc on est sur des choses qui sont complètement délirantes, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a plus de fin, il n'y a plus de limite à toutes ces spécialités et à toutes ces techniques de fouille. Archéologie des paysages, étude des transformations du paysage par les sociétés humaines à travers le temps en utilisant des approches à grande échelle. Donc c'est tout ce qui est paléochenal, par exemple. En Égypte, c'est par exemple savoir jusqu'où allait le Nil en fonction de telle ou telle période. Donc ça, ce sont des gens qui en général ne sont jamais sur le terrain. Ils reprennent des données qui sont issues de fouilles archéologiques, ils essayent de faire de la synthèse. Ethno-archéologie, étude des sociétés contemporaines ou récentes pour éclairer les pratiques des sociétés anciennes en comparant les similitudes entre cultures traditionnelles et vestiges archéologiques. Ensuite, archéométrie, utilisation de techniques scientifiques avancées pour l'analyse des matériaux archéologiques. Et moi, c'est ce que j'avais fait au niveau universitaire. Quand j'ai quitté l'université, je faisais de l'archéométrie. Et ça ne s'arrête jamais. Il y a des spécialités pour les gens qui fouillent les puits, pour les gens qui fouillent les mines, pour les gens qui fouillent dans les bois. Et chacun a des budgets et chacun a une spécialité. En général, chacun a soutenu une thèse de doctorat, donc à un bac plus 8. Ça ne s'arrête plus, quoi. On va voir ça. Étude mobilier archéologique, parce que je n'ai pas parlé de ce qu'on trouvait dedans, quasiment. Les vestiges mobiliers sont des objets fabriqués, utilisés ou transformés par l'homme que l'on trouve sur un site archéologique. Ils apportent des informations essentielles sur des modes de vie, des activités quotidiennes et les croyances des civilisations anciennes. Les spécialités sont caractérisées par le type de matériaux et l'utilisation qui en est fait. C'est presque infini. C'est-à-dire vous avez le verre, le métal, le cuir, les terres cuites et tout ce que vous pouvez trouver autour de vous. Des tissus dans les milieux comme les puits ou les tourbières. Et tout ça, ce sont de nouvelles spécialités. Et quand ils arrivent sur le terrain, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils partent, on ne les voit plus. Ça ne s'arrête jamais. Et voilà quel est leur travail derrière. Vous avez les caisses de mobilier à gauche, où il y a tout un tas d'étiquettes pour dire d'où est-ce que ça vient.
Ils pèsent, ils goûtent, ils prennent des photos, ils essayent de reconstituer ce qu'ils peuvent. Ils en perdent aussi une partie, ils en cassent une partie aussi. Et avant de trouver du mobilier archéologique comme ça, faut savoir qu'il y a un lavage. Et dans le lavage, vous retirez les couches de décoration qui ne vous intéressent pas. Parce que c'est trop lent, ça va trop vite, ou ça va trop vite. Donc du coup, c'est la guerre des archéologies. L'archéologie est une discipline très diversifiée avec des spécialités allant de l'analyse des ossements humains à l'étude des technologies anciennes, en passant par la reconstitution des environnements passés. Chaque spécialité contribue à enrichir notre compréhension des civilisations anciennes et de l'évolution des sociétés humaines à travers les âges. Et c'est pas un peu trop lourd tout ça? On n'en peut plus au bout d'un moment, quoi. Il n'y a pas d'archéologue généraliste, ça n'existe pas. Ensuite, les rapports. En France, un rapport de fouille est un document officiel et scientifique, rédigé à la suite d'une campagne de fouilles archéologiques. Il est essentiel pour consigner les méthodes, les découvertes et les analyses réalisées sur un site archéologique. Le rapport de fouille en France est un document exhaustif qui respecte une méthodologie scientifique rigoureuse et qui n'est pas consultable. Alors, quand on imagine les méthodes de fouille, toutes les spécialités, tout le mobilier qui est étudié, que tout ça va arriver à la fin dans un rapport de fouille qui n'est pas consultable, et que la seule chose que vous allez avoir, c'est les publications scientifiques, j'aimerais bien savoir là-dedans où est la science, quoi. Sauf, alors personne n'a le droit de sortir les rapports de fouille, sauf quand on est l'État. Donc si vous allez sur https://archéologie.charte.fr/, et ben là vous trouvez des rapports de fouille, comme il y en a dans les DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Eux, ils ont le droit de le faire. Si moi, ne serait-ce que je vous amène des rapports de fouille que j'ai faits, je peux me faire condamner. Parce que c'est purement confidentiel. Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir accès aux informations pour ne pas avoir à aller à l'épier. Aller à l'épier. Parce que avoir une information sur un site, c'est savoir qu'il y a des vestiges, donc il suffit de taper à côté. Dans les rapports de fouille, très souvent c'est marqué une fouille extensive à l'ouest de l'emprise pourrait permettre de résoudre les problématiques liées à ça et ça. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec une poêle à frire le dimanche parce qu'il a lu le rapport de fouille et derrière il peut compléter ce qui n'a pas été financé. Donc des archéologies, archéologie gérée organisée par l'État, donc ça c'est ce qui se fait en général, mais partout dans le monde. Et en France et en Union européenne, on a peut-être l'archéologie qui est la plus encadrée, où aujourd'hui on arrive à condamner des gens qui trouvent dans leur jardin des dépôts funéraires. Vous êtes dans votre jardin, vous voulez faire un portique pour vos enfants, pour qu'ils puissent faire de la balançoire, vous trouvez un dépôt funéraire, vous pouvez vous faire condamner pour fouille clandestine. Donc les grands archéologues français, mais les vrais de vrais, je ne parle pas de ceux d'avant, ils partent partout dans le monde, à l'étranger. Ensuite, fouilles programmées. Donc les fouilles programmées sont des fouilles planifiées à l'avance dans le cadre d'un projet de recherche archéologique. Donc ça se fait avec les universités. Répondre à des questions scientifiques précises sur un site archéologique ou une période historique. Ces fouilles sont souvent réalisées sur plusieurs campagnes, annuelles ou saisonnières, sur une longue durée permettant des analyses approfondies et systématiques. Alors ça, c'est ce qu'il y a par exemple sur Göbekli Tepe. Toutes ces grandes fouilles qu'on voit au niveau international, ce sont des fouilles programmées. Ensuite, moi, ce que je faisais, c'était des fouilles préventives ou fouilles de sauvetage. Les fouilles préventives sont réalisées avant des travaux de construction, routes, bâtiments, infrastructures susceptibles de détruire des vestiges archéologiques. Objectif, sauvegarder les informations archéologiques avant qu'elles ne soient perdues définitivement en raison de travaux d'aménagement. Méthode, les archéologues interviennent dans les délais limités pour explorer et détruire et documenter des vestiges. C'est de l'archéologie où à la fin on dit au revoir aux vestiges parce que les bulldozers arrivent. Qui réalise les fouilles archéologiques? Donc l'État, les universités, des entreprises privées. Dans l'archéologie préventive, j'ai un patron de boîte privée qui m'a dit, enfin on était plusieurs, mon rôle dans l'archéologie préventive est de dépolluer des sites archéologiques, c'est de dépolluer des sites aménagés de leur archéologie. Donc ce sont des dépollueurs. L'archéologie préventive consiste à dépolluer, donc on est très loin des antiquaires. On en est à des milliards d'années-lumière, là. Fondations et associations. Alors ça, c'est ce qui se fait aussi beaucoup au niveau international, des grandes fondations. Donc, Zahi Hawass, par exemple, est issu de la fondation Edgar Cayce. Donc, comment casser complètement un espèce d'élan qui pourrait y avoir global? Vous mettez de l'État, des boîtes privées, des fondations et associations, et vous pouvez être sûr que tout le monde se tire dans les pattes. C'est ça.
L'idée, c'est ça, quoi. Il y a tellement de spécialités, il y a tellement de méthodes de fouille, tellement de contextes différents, tellement d'intérêts, tellement de financements différents, tout le monde se tire dans les pattes, avec des rapports non consultables. Donc vous avez l'archéologie blanche officielle, l'archéologie grise, c'est officiel plus ce qu'on fait pas, plus ce qu'on fait mais qui n'est pas prévu, et l'archéologie noire clandestine. Donc tout est sujet à autorisation, y compris mesurer des cailloux. Mesurer un caillou sur un site archéologique, c'est totalement interdit. C'est terrible, hein, mais en France, on ne peut rien faire, rien du tout. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez avoir devant vous la DRAC qui va arriver et un spécialiste, un bac plus 30 dans un domaine dont tout le monde se contrefout royalement, mais il va vous empêcher de tout faire et il va vous faire condamner et il va y arriver. Et il va y arriver. Avec les lois du patrimoine, on peut faire condamner n'importe qui à partir du moment où il fait des mesures sur un caillou. La démarche archéologique, rechercher un projet, demander l'autorisation, il faut remplir un cahier des charges, constitution de l'équipe, autorisation. Ça, c'est les 13 travaux d'Astérix. Si vous voulez faire des fouilles quelque part, il faut accomplir les 13 travaux d'Astérix. Pourquoi et comment? Alors moi, s'il y en a certains qui sont intéressés, je peux les aider, mais c'est long, c'est compliqué. Pourquoi? Comment? Voilà. Quel est le but de tout ça? Ensuite, des parcours d'archéologue, formation initiale universitaire en archéologie, formation initiale autre, puis universitaire en archéologie, ce qui est mon cas, parce que moi, au départ, je viens des sciences dures. J'ai fait tout ce qui était biochimie, microbiologie, et après seulement, je suis retourné en première année de fac, où j'ai appris l'archéologie, et où j'ai vu ce que c'était que de la non-science. Voilà. Parce que quand on sort d'un bac L, pour moi, on ne peut pas faire de l'archéologie en disant que c'est de la science. Moi, j'ai passé un bac STL, sciences techniques de laboratoire, option biochimie, génie biologique. Donc, je sais ce que c'est qu'une blouse blanche et que de faire des burettes et de la microbiologie dans des microcupules. De l'hématologie, je sais ce que je sais faire. Par contre, de la science dans une bibliothèque, ça, je ne sais pas faire, quoi. Et les gens qui sont professionnels vers de l'archéologie, c'est-à-dire c'est tous les physiciens qui travaillent, par exemple, pour tout ce qui est prospection, qui, eux, s'arrachent les cheveux et qui disent « Mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Qu'est-ce que je fais au milieu de tous ces gens bizarres qui se tirent dans les pattes, quoi ?» Alors, il y a des archéologues de terrain, des archéologues d'études spécialistes, des archéologues de synthèse, des archéologues de bureau qui jugent les rapports des autres, des archéologues de fouilles programmées, des archéologues de fouilles préventives et des archéologues bénévoles. D'accord. Et voilà comment on nous vend l'archéologie. Comme tout à l'heure, tout au début, parce que je vois que c'est l'heure, tout au début, on nous montrait les archéologues avec les images d'intelligence artificielle. C'est super, c'est génial. Venons tous faire de l'archéologie. Donc pour conclure, c'est flou, l'archéologie. Quand on voit l'histoire de l'archéologie, c'est un peu bizarre. C'est des histoires de pilleurs de tombes avec des gens qui sont antiquaires et qui ont envie d'instaurer quelque chose. C'est gigantesque et c'est une lutte permanente pour imposer son interprétation. Si tout est une question d'expérience et de prise de conscience, et en général, l'archéologue sur le terrain, c'est ça. C'est un archéologue qui regarde le rien, qui a les pieds dans la terre, qui tourne le dos à son équipe parce que ça fait 2 semaines qu'il en a marre qu'on lui dise que c'est qu'un petit chef haillon. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai déjà mon rapport dans la tête, vous pouvez faire ce que vous voulez, je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Ça, c'est la vraie image de l'archéologue, contrairement à l'archéologue flamboyant avec la chemise en soie. Voilà, ça, c'est la vraie image d'archéologue. Mais aucun archéologue ne vous le dira, véritablement. Donc, au départ, c'est une démarche, ce sont des démarches individuelles ou des découvertes fortuites qui sont après des analyses collectives privées, analyse collective institutionnelle, c'est ce que je dis tout à l'heure, après l'enseignement institutionnel dogmatique, la législation qui va avec, convergence d'intérêts, il n'y a pas de vérité et il y a un consensus. Et pourquoi il y a un consensus? Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de lisser les bords quand on a autant de spécialités, autant de contextes et une histoire qui est aussi basée sur la recherche de l'objet pour vendre derrière. Donc si vous trouvez que l'archéologie est bizarre, que vous ne feriez pas ça, mais c'est normal. Parce que maintenant, avec tout le gigantisme que vous avez vu, vous devez vous dire « Ah mais j'imaginais pas les choses comme ça ». Parce qu'un spécialiste, c'est un bac plus 8 quand même, minimum. Une autocritique, quel intérêt au départ, pour quelle finalité? Problème humain, de psychologie, il y a une forme d'hypnose. Alors je ne suis pas le premier à dire que dans beaucoup de domaines, ça ressemble à l'hypnose qui se passe au niveau professionnel. Conditionnement par la peur au niveau professionnel. On fait beaucoup trop l'université produit beaucoup trop d'archéologues qui en a besoin. En particulier pour tout ce qui touche à la science et à l'État.
problème transportable à d'autres secteurs d'activité. Ce que je vous dis, hein, un passionné par la police et l'éducation nationale, il vous dira la même chose qu'un archéologue. Ensuite, les liens entre l'archéologie et la population est très lié avec la culture du pays et la volonté étatique. Si vous voulez faire de l'archéologie, vous sortez de l'Union européenne. Absolument. Et vous allez dans des pays où les gens sont très conciliants. Alors, en gros, des pays pauvres, hein, malheureusement, où vous n'avez pas beaucoup de moyens et où ils ne produisent pas beaucoup d'archéologues. Quand vous arrivez avec un projet, ils vous disent oui. Et derrière, si c'est costaud, eh ben, ça passe. Il n'y a pas de souci. Et d'un point de vue psy, eh ben voilà, je me suis amusé à me dire, voilà, je suis le docteur Roubi et je vais analyser plusieurs archéologues devant moi. Donc déjà, je leur dis, sois digne, relève-toi, arrête de pleurer. Empreinte d'un chemin par opportunisme, quand on est passionné, ou par envie, ou bien alors la vision du chemin et de l'arrivée pour voir ce qu'il y a au bout. Qu'on dit, voilà, j'ai envie de devenir archéologue. Donc, voilà, on a ces possibilités-là au départ. Ensuite, il y a une prise de conscience d'une réalité qui est très différente, c'est désagréable. Au pire, ça peut devenir néfaste, et au pire du pire, ça peut devenir pervers. Moi, j'ai vu des adultes qui avaient 50 ans qui pleuraient sur le terrain, qui étaient professionnels. Et je leur demande, enfin je ne demandais pas, parce que quand on voit quelqu'un de 50 ans qui pleure, on ne va pas trop lui parler, et je demande aux collègues, mais qu'est-ce qu'il a, machin ben, on vient de lui dire qu'il faut qu'il rentre son rapport dans 2 semaines, donc du coup il rentrera pas chez lui ce week-end, il va aller dans l'Algeco, puis il va finir son rapport. Mais il en a 2 autres en retard. Et hors budget. Donc là on se dit, au départ c'était sympa, maintenant ça devient désagréable, néfaste, pervers. Donc si on arrête et qu'on claque la porte, pas d'émotion, sidération, premier choix. Là c'est le docteur Roubi qui me dira si c'est trop farfelu ou pas. Moi c'est ce que j'ai été au départ, j'ai dit j'en ai marre, je ne suis pas là pour ça, j'ai fait plein de choses avant, je fais plein de choses après, je ne peux pas cautionner, si je reste je cautionne. Donc pas d'émotion, sidération. J'ai vu des gens de 25 ans résignés le soir, en train de regarder la télévision, des trucs débiles parce qu'ils étaient lessivés, comme après avoir passé une journée dans une usine. Ils sont archéologues, ils ont bac+8. Ils ont 25 ans. Ou bien alors, on arrête et on claque la porte et on a du ressentiment. Alors il y a tellement de ressentiment, j'ai mis 2 S. Parce qu'il y en a certains, j'ai vu des gens s'agripper et se prendre par le col sur des chantiers de fouilles. J'ai même entendu quelqu'un dire à un autre, alors je ne sais pas si on coupera hein, pour ça. Ouais, est-ce que ça passe sur YouTube On coupera, ouais. Alors j'en ai vu 2, alors qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient une bonne quarantaine d'années, avec 20 ans de boîte, donc bien burinés au niveau du visage. Il y en a un qui vient voir l'autre, il lui dit « À quelle heure on quitte ?» Le deuxième lui dit « à 17h ». Le premier lui dit « À 17h05, je te pète la gueule ». Quand on est jeune CDD, on se dit « Là, il n'y a plus vraiment de passion ». Pourquoi ? Parce qu'il y avait des histoires avec certains qui étaient les pieds dans la boue et d'autres qui travaillaient dans l'Algeco au chaud. Et comme c'était toujours les mêmes, et que la fouille elle dure 3 mois, et que le ressentiment il ne fait qu'augmenter quand on fouille à l'automne ou au printemps, et que ça fait 3 semaines qu'on a les pieds dans la boue, et que ça fait 3 semaines, 1 mois, qu'il y a des gens qui sortent tout pimpant au bout de 2 heures de bureau, d'avoir travaillé dans l'Algeco derrière leur ordinateur. Voilà encore un bel exemple de comment est-ce qu'on peut casser une discipline, monter les gens les uns contre les autres. C'est le principe de la tour de Babel. Alors là, je parle des gens qui claquent la porte, sidération ou ressentiment. Mais il y a aussi ceux qui continuent, qui vont dans le sens du système. Lui, je ne vais pas l'avoir comme responsable. Mais j'en ai vu, hein, des gens pas cool qui me disaient « Mais tu sais, moi, c'est pas à 40 ans que je vais changer de boulot. » Je dis « Et pourquoi ?» C'est-à-dire que tu vas alimenter un système qui est néfaste, qui est pas sain. Perdu pour perdu, je peux être encore plus pourri que les autres. Je te laisse dans ton concours de perversité. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on continue, on a de la résignation, de la zombification, plus d'émotion. Bonjour, je m'appelle Henri, je ne sais plus quel âge j'ai, mais je sais que j'ai 28 rapports en retard. C'est une philosophie. Continuez, voilà. La zombification. Comme quelqu'un qui vous dirait, voilà, moi j'ai presque 60 ans, je suis à 2 ans de la retraite, donc on me demande de faire des enquêtes policières, je les fais. Je m'arrête là, je m'en fous. Mon commissaire me dit si ça passe ou pas, si ça passe, je passe à une autre enquête, je m'en fous. Je me suis zombifié. Ce que je veux, c'est que mes enfants qui font des études puissent avoir leur loyer qui tombe, enfin payer leur loyer, je m'en fous. Ou on continue encore,
Et on a du gros ressentiment aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens qui étaient sur le terrain, qui continuaient, et qui étaient en pleine dépression nerveuse, extrêmement violent. Et ça me faisait penser au reportage animalier que je voyais quand j'étais petit, où on a les gros phoques frustrés sur la banquise qui tapent les petits parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de femelles. Donc là, il ne s'agit pas trop de ça dans l'archéologie, mais vous avez des CDD et des CDI. Donc quand les CDD se font prendre par des CDI, eh ben, on s'en prend une bonne grosse, et ça peut durer plusieurs semaines. Et à la fin, quand c'est des petites pépettes qui ont 22-23 ans, ben, elles pleurent. Et parce que les gens devraient arrêter l'archéologie, mais ils continuent, en disant moi, il faut bien que je fasse tourner la cocotte, la popote, voilà. Donc voilà, il faut du prise de recul, de la rationalité, un peu d'humour, et moi c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui à ma façon. Voilà. Alors, je ne parle pas de paléontologie, vous savez, les dinosaures, parce que c'est quelque chose qui est complètement à part dans l'archéologie. Ce sont des gens qui viennent de la fac de sciences, et il y en a très très peu, donc pour moi c'est presque pas de l'archéologie. Donc je vous remercie pour votre attention, j'ai un tout petit peu dépassé. Voilà.